Si vous voulez vous remettre à l'anglais mais que vous voulez faire des progrès rapides et ne pas perdre de temps, cette vidéo est exactement ce qu'il vous faut. Je vous ai fait une compilation avec les 14 règles de grammaire essentielles à maîtriser pour pouvoir vous débrouiller rapidement en anglais. Cette vidéo est une formation complète avec une compilation de 6 leçons avec les points de grammaire qu'il faut absolument connaître. Vous allez apprendre à maîtriser le verbe to get, qui est le verbe le plus couramment utilisé en anglais. Vous allez également apprendre à traduire l'expression il y a du français à l'anglais. Et attention, parce qu'il y a deux façons différentes de le traduire en anglais, donc il faut vraiment faire attention à ce petit point de grammaire. Vous verrez ensuite les modaux en anglais, donc ces verbes très utiles qui sont vraiment très couramment utilisés à l'oral. On a can, could, should, would, etc. Vous aurez ensuite une leçon complète sur les 5 temps les plus courants en anglais parce que les temps ne sont pas tous utilisés avec la même fréquence en anglais. Il existe 12 temps différents, mais il y en a 5 qui sont utilisés dans 95% des situations. Donc autant aller à l'essentiel si vous voulez faire des progrès rapides. Et dans cette vidéo compilation, vous verrez également la négation et les prépositions, 2 points de grammaire aussi essentiels pour pouvoir vous exprimer en anglais rapidement et efficacement. Cette vidéo, c'est vraiment le 20-80 de la grammaire anglaise, donc les 20% de la grammaire utile dans 80% des situations. Donc avec cette leçon, vous allez pouvoir rapidement revoir les points essentiels qu'il faut absolument maîtriser. Avant de démarrer toutefois, je vous propose de compléter cette leçon avec un programme gratuit sur un mois pour revoir les bases en anglais rapidement et efficacement. Vous pouvez flasher le QR code à l'écran ou cliquer sur le lien dans la description. Je vous laisse avec donc la première leçon, je vous ai mis les chapitres dans la description pour pouvoir aller d'une leçon à une autre si vous voulez regarder cette leçon en plusieurs jours. Je vous souhaite un bon apprentissage, happy learning and see you later. À dire I received an email, I obtained the job. Si c'est le cas, il y a un verbe que vous devriez utiliser à la place pour paraître beaucoup plus naturel et parler comme un natif à l'oral. Ce verbe, c'est le verbe to get qui a énormément de significations différentes. Les natifs s'en servent vraiment pour tout dire ou presque. Après le verbe être et avoir, c'est le verbe le plus couramment utilisé en anglais. Dans cette vidéo, je vais vous proposer 2 leçons gratuites pour tout comprendre sur le verbe to get et savoir exactement quand l'utiliser et comment l'utiliser pour pouvoir être plus fluide à l'oral et parler comme un natif. Le verbe est la clé pour parler de façon fluide et naturelle à l'oral et dans ces 2 leçons, vous allez vraiment tout comprendre sur son utilisation. Avant de démarrer, je vous conseille d'aller regarder dans la description de cette vidéo ou flasher le QR code à l'écran. J'ai pour vous un programme sur un mois pour réviser les bases que vous auriez dû apprendre à l'école en 30 jours. Si vous êtes prêt à transformer votre anglais grâce à ce petit verbe passe-partout, voici la première leçon. Restez bien jusqu'à la fin pour tout comprendre et enfin parler de façon naturelle en anglais. Bienvenue dans cette leçon sur le verbe to get. Le verbe to get est le plus utilisé en anglais. Il a de multiples définitions possibles. Il peut être utilisé comme phrasal verb, c'est-à-dire on ajoute une petite préposition et ça change le sens du verbe. Par exemple, to get along. To get along est un phrasal verb, il veut dire bien s'entendre avec quelqu'un. On a également to get together et on peut utiliser le verbe to get seul. Suivant le contexte de la phrase, il aura différentes définitions et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Voyez juste ces phrases exemples, écoutez-les pour vous familiariser avec les emplois du verbe to get en anglais. I get along well with my sister. I get along well with my sister. Je m'entends bien avec ma sœur. Let's get together tomorrow. Let's get together tomorrow. On se retrouve demain. I didn't get your email. Je n'ai pas reçu ton mail. I finally got the job. J'ai finalement obtenu le travail, j'ai finalement été embauchée. I got home earlier today. I got home earlier today. Je suis arrivée plus tôt à la maison aujourd'hui. Aujourd'hui, on va se concentrer sur l'utilisation de get lorsqu'il est tout seul. Get, on pourra ajouter des prépositions, mais on verra ça plus tard. Quand get est utilisé seul, suivant le contexte, on pourra le traduire par différentes alternatives. Et on pourra même le remplacer par certains verbes, comme receive, recevoir, travel, voyager, arrive, arriver quelque part, obtain, obtenir. C'est pour ça que de nombreux Français oublient de s'en servir, même si les anglophones s'en servent tout le temps. On va souvent remplacer le verbe to get par ces alternatives. Receive, travel, arrive. On va voir ensemble des exemples. I didn't get that. Je n'ai pas compris. Dans cette phrase, get pourrait être remplacé par understand. Did you get my email? Est-ce que tu as reçu mon mail? On pourrait dire Did you receive my email?
I got home earlier today than usual. Je suis arrivé plus tôt à la maison que d'habitude. On pourra dire I arrived home earlier today. Notez avant de démarrer que le verbe to get se dira got, il est irrégulier, au passé. I get what she said. Je comprends ce qu'elle dit. I got home early. Je suis arrivé plus tôt à la maison. Donc le passé, on utilisera got. Alors, dans ces phrases-là, on va voir que le verbe to get pourrait être remplacé par une autre alternative, comme je vous l'ai dit. I didn't get your email pourrait se dire également I didn't receive your email. I got home early. On pourrait dire I arrived home early. I didn't get that. On pourrait dire I didn't understand that. I got a new job. On pourrait dire I obtained a new job. Les alternatives en jaune, receive, arrive, understand, obtain, sont possibles, mais elles sont un petit peu moins naturelles que le verbe to get, qui est franchement utilisé tout le temps. Voyons point par point les alternatives possibles à get. On a tout d'abord la notion de arriver quelque part dans un lieu. On pourrait donc remplacer get dans ces phrases-là par arrive ou travel. Lorsque vous dites I'll get home soon, vous pourriez dire I will arrive home soon. Donc dans cette phrase-là, get veut dire arriver quelque part. Il a également le sens de voyager, arriver dans une ville, pas forcément juste se déplacer de son domicile à son travail. On pourrait dire I got here by train. Je suis arrivé en train, je suis arrivé ici en train. I traveled here by train. Notez donc que ces alternatives sont possibles. Arrive, travel, elles sont clairement justes, mais naturellement, on aura plutôt tendance à utiliser get dans ces cas de figure. Donc get, vous vous déplacez, vous arrivez quelque part. How did you get to London? I got here by plane. Comment est-ce que tu es arrivé? Comment tu as voyagé jusqu'à Londres? Je suis arrivé en train. My boss gets to the office at 8. Mon patron arrive au bureau à 8 heures. Arrive serait possible, mais get est plus naturel ici. What time will you get there? I'll get there at around 10:30. À quelle heure tu vas arriver là-bas? Je vais arriver à peu près à 10h30. La même chose, on pourrait dire arrive, mais c'est plus naturel avec get. L'utilisation numéro 2 de to get lorsqu'il est seul, c'est pour dire recevoir, obtenir. Il y a un mouvement vers vous. Vous recevez un mail, un cadeau, un coup de téléphone, ou vous obtenez quelque chose, une promotion, un nouveau travail, etc. Donc dans ce cas de figure, get veut dire recevoir, obtenir quelque chose. On pourrait le remplacer par obtain, receive. Mais de la même façon que tout à l'heure, get sera plus naturel. I got a letter. On pourra dire I received a letter. Did you get my email? Est-ce que tu as reçu mon mail? The kids got presents at Christmas. Les enfants ont reçu des cadeaux à Noël. She moved to LA because she got a new job. Pour obtenir un nouveau travail, décrocher un boulot, ce sera quasiment tout le temps get a job. Ça, c'était l'emploi numéro 2 de get lorsqu'il est seul. On a une autre utilisation de get qui veut dire se procurer quelque chose, que ce soit en le trouvant, en le rapportant ou en allant l'acheter. Ici, donc, il a le sens d'acheter, de payer, de trouver quelque chose suivant le contexte. Voyons quelques exemples. Can I get you a drink? Si vous êtes chez vous, ça veut dire est-ce que je peux t'apporter à boire? Et si vous êtes dans un bar, est-ce que je peux te payer un verre? Si je vous propose Can I get you a drink? Je pourrais dire Can I bring you a drink? Est-ce que je peux t'apporter un verre, t'apporter à boire? Mais c'est beaucoup plus naturel de dire get. Là, il y aura un mouvement, je vais chercher une boisson et je vous la ramène. To bring, to get a drink. Si vous voulez vous-même dire je vais aller me chercher à boire, vous pourriez dire I'll get a drink. Une autre phrase exemple, I need to get a new computer, mine is broken. Là, suivant le contexte, soit je vais aller me procurer un ordinateur, je vais sûrement l'acheter. I need to get a new computer. Il faut que je m'achète un nouvel ordinateur. Le mien est cassé. Donc là, on aurait pu dire I need to buy a new computer. Get marchera aussi. Et la dernière, dans l'idée de trouver, une phrase exemple qui pourra vous parler. Where did you get this information? Où est-ce que tu as trouvé, où est-ce que tu as entendu cette information? Voilà l'utilisation numéro 3 donc de get. Dans ces phrases-là, on pourra donc le remplacer par buy, find ou bring. La numéro 4,
say to understand. Lorsque vous dites I get that ou I don't get that, vous dites en fait I understand ou I don't understand. Là, pour le coup, les deux sont utilisés beaucoup plus que les variations précédentes. Que vous disiez I don't understand ou I don't get what you say, ce sera la même chose. Mais c'est très courant de dire get. Sorry, I didn't get that. Would you mind repeating? Excusez-moi, je n'ai pas compris. Est-ce que ça vous dérangerait de répéter? Did you get what she said? Est-ce que tu as compris ce qu'elle a dit? Là, ici, on pourrait dire Did you understand what she said? Les natifs vont quand même beaucoup utiliser get parce que pareil, il n'y a qu'une seule syllabe par rapport à understand qui en a 3. On va toujours privilégier ce qui est assez court et plus rapide. Donc get est énormément utilisé dans le cas de figure de comprendre. Donc qu'est-ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de faire attention à chaque fois que vous entendez get et d'essayer de repérer quelle est l'alternative lorsqu'il est utilisé seul. Est-ce que la personne veut dire acheter, apporter quelque chose, arriver quelque part et autres? Essayez de noter la phrase complète pour vous-même vous en servir plus souvent. Attention donc à ne pas utiliser tout le temps receive, obtain, ça alourdit vos phrases et au final, get sera beaucoup plus naturel. Regardez ces phrases d'exemple en français qu'on va traduire en anglais. J'ai reçu ton mail. J'ai eu un beau cadeau pour mon anniversaire. Je n'ai pas compris. Je suis arrivée à la maison. Mon mari a eu un nouveau travail. Dans toutes ces phrases-là, on a un verbe différent en français, mais en anglais, on peut tout le temps utiliser get. On pourra dire I got your email, I got a present for my birthday, I didn't get that, et c'est ok pour dire understand, même si les natifs auront plutôt tendance à utiliser get. I got home, my husband got a new job. Voilà pour cette première leçon sur get. Il faut que vous compreniez que get sert à plein de choses et on va voir d'autres utilisations dans la prochaine leçon, mais sachez qu'on peut démarrer par celle-ci. Get peut être remplacé par certains verbes et en tant que français, on a souvent tendance à utiliser les verbes un peu plus longs, receive, obtain, bring, buy, etc. Pensez à utiliser get dans ces cas de figure. Je vous retrouve dans la prochaine leçon. Bye. Bienvenue dans cette leçon sur get, comme je l'ai dit, le verbe le plus couramment utilisé en anglais. Aujourd'hui, on va voir deux utilisations de get avec quelque chose derrière. Le premier, ce sont les phrasal verbs. Si vous ajoutez une préposition à get, comme get up, get along with, on va obtenir un nouveau mot. Chaque phrasal verb avec get aura une définition différente. Et la deuxième utilisation de get qu'on voit aujourd'hui, c'est les expressions. Get plus un mot derrière, ça va nous donner à chaque fois une définition différente. Comme get pregnant, qui veut dire tomber enceinte, to get fired, se faire licencier. Voyons les phrases exemples qui sont affichées. I get up at 7 a.m. every day. I get up at 7 a.m. every day. Je me lève à 7 heures tous les matins. Do you get along with your siblings? Do you get along with your siblings? Est-ce que tu t'entends bien avec tes frères et sœurs? Pour les expressions, on a par exemple I got pregnant at 28. I got pregnant at 28. Je suis tombée enceinte à 28 ans. My friend got fired. My friend got fired. Mon ami s'est fait licencier. Voyons les principaux phrasal verbs avec le verbe to get. On a get up. I get up at 7. I get up at 7. Je me lève le matin à 7 heures. Get up. C'est se lever, mais on l'utilise plutôt dans le sens le matin, se réveiller à un horaire. On a aussi to get on ou get along. Les deux veulent dire la même chose. She gets on with her boss. She gets on with her boss. Elle s'entend bien avec son patron. On peut également dire she gets along with her boss. She gets along with her boss. On a également to get away qui veut dire partir, souvent pour dire partir en week-end, échapper au quotidien, partir en vacances, etc. They got away for the weekend. Ils ont fait une escapade pour le week-end. To get away. Away veut dire loin de, ça veut dire voilà, on part de quelque part. To get away for the weekend. Vous pouvez dire I need to get away because I'm stressed. J'ai besoin de partir, de prendre l'air, d'aller faire un road trip, une escapade parce que je suis stressée. On a ensuite get by. Get by, qui veut dire se débrouiller. Là, on peut s'en servir par rapport à une langue. Je me débrouille en espagnol, en anglais. Et on peut s'en servir pour financièrement. Je me débrouille financièrement, ça va. Ou je ne me débrouille pas à l'inverse. I get by in Spanish. I get by in Spanish. Je me débrouille en espagnol.
Voici d'autres phrasal verbs. To get rid of, qui veut dire se débarrasser de quelque chose. You should get rid of these pants. They have holes in them. You should get rid of these pants. Tu devrais te débarrasser de ce pantalon. They have holes in them. Il a des trous. To get rid of, se débarrasser de quelque chose. To get down to. Alors on s'en sert souvent en disant to get down to business pour dire aller droit au but, commencer les choses sérieuses. La phrase la plus couramment utilisée, ce sera let's get down to business. Commençons, démarrons, passons aux choses sérieuses. Let's get down to business. On a également get on et get off. On s'en servira pour monter dans les transports comme l'avion, le train ou le bus. To get off, sortir. To get on, rentrer. You have to get off the bus here. Vous devez descendre ici, c'est votre arrêt, c'est là où vous devez descendre. You have to get off here. You have to get off the bus here. Passons maintenant aux expressions les plus courantes avec get. Donc là, c'est tout simplement get plus un autre mot derrière et ça va donner une expression française différente à chaque fois. On a par exemple to get pregnant, tomber enceinte, to get fired, se faire licencier, to get lost, se perdre, to get a chance, avoir une opportunité pour. I got the chance to speak at a conference. J'ai eu l'opportunité de parler à une conférence. To get married, se marier. To get divorced, divorcer. Vous voyez qu'en français, on a un seul mot, alors qu'en anglais, on en a deux. Get married. To get a cold, prendre froid. Get va également être utilisé dans le sens devenir quelque chose, ou quand quelque chose va commencer à. Voyons les phrases exemples et je vous explique juste après. It's getting late. Il commence à se faire tard. It's getting cold. Il commence à faire froid. Vous voyez qu'il y a également ing dans la phrase, que c'est quelque chose qui est en cours à l'heure actuelle, c'est un processus. Chaque fois qu'on a get is getting plus quelque chose derrière, on a souvent une transformation, quelque chose qui est en train de se produire. Il peut commencer à faire tard, commencer à faire froid, on peut commencer à fatiguer, I'm getting tired. Voyons les phrases d'exemple une par une. Donc, it's getting late, mot à mot, il devient tard, il commence à se faire tard. It's getting cold, il commence à faire froid, il se met à faire froid. I'm getting better in English, je m'améliore, je deviens meilleur. I'm getting better in English. On a également des expressions comme get old, mot à mot devenir vieux. En français, on dira vieillir. To get fat, mot à mot devenir gros, mais ce sera prendre du poids ou grossir en français. To get upset, devenir énervé, mais en français, on a également un verbe qui est s'énerver. Donc avec ces expressions, get plus un adjectif, on a souvent une idée de processus où on devient quelque chose. I'm getting tired, it's getting late, it's getting cold, I'm getting better. Je suis en train de devenir, et il y a le nom derrière, il y a l'adjectif juste derrière. Voilà pour cette leçon sur get, je vous retrouve dans la prochaine leçon. Bye! Grâce à cette leçon gratuite, vous allez enfin comprendre une bonne fois pour toutes comment traduire l'expression « il y a » en anglais. Vous n'aurez plus jamais à hésiter lorsque vous parlez anglais, vous allez pouvoir spontanément et facilement sortir la bonne expression pour traduire l'expression « il y a » en fonction du contexte quand vous parlez anglais. Car oui, en effet, cette expression française à 2 voire 3 traductions possibles en anglais. Mais grâce à cette leçon, la traduction de il y a n'aura plus de secret pour vous. Mais avant de démarrer la leçon, vous pouvez aller checker dans la description et j'ai pour vous un programme gratuit sur un mois pour revoir les bases en anglais rapidement. Vous pouvez aussi flasher le QR code à l'écran. Cette expression française « il y a » a 2 utilisations différentes en français. Soit on se sert de « il y a » pour parler de quelque chose qu'il y a quelque part, par exemple il y a une plante dans la pièce, ou il y a 3 voitures sur le parking, mais on s'en sert également dans un autre contexte. Quand vous dites « il y a » et que vous parlez d'une date, vous parlez du temps qui s'est écoulé depuis que cet événement s'est produit. Concrètement, il y a 10 ans, j'habitais en Norvège. Je pourrais également dire « j'ai démarré ma chaîne YouTube il y a 5 ans » ou également « j'ai publié mon livre 30 jours pour se remettre à l'anglais il y a 4 mois ». Donc face à ce constat, l'expression « il y a » sert à 2 contextes différents en français. Forcément, en anglais, on aura 2 options différentes. C'est pour ça que beaucoup de Français ont du mal à traduire cette expression française parce qu'elle a 2 utilisations, donc 2 traductions, et vous verrez qu'il y a une petite subtilité après.
en anglais. Prenons d'abord le premier contexte, il y a, quand on parle de quelque chose qu'il y a quelque part. Par exemple, il y a un livre sur la table. Cette expression se traduira en anglais par there is. There is. Petite subtilité, s'il n'y a qu'un seul objet, on utilise bien there is, mais s'il y en a deux, on devra utiliser le pluriel there are. There are. There is one book on the table. There are two books on the table. Pour ce qui est de la prononciation, vous n'avez pas besoin de toujours dire there is a book on the table. Pensez bien à faire la contraction et dites there's. There's a book on the table. There's a book. Très peu d'anglophones vont dire there is a book on the table parce que ça prend plus de temps. C'est une contraction qui est correcte, un petit peu comme quand on dirait je sais pas ou quelque chose comme ça, même si nous c'est pas forcément grammaticalement correct. Pensez bien donc à réduire there's a tree in the park, there's a house over there. There's. Pour la prononciation de there are, là c'est pareil, c'est un petit peu long et un petit peu compliqué à prononcer there et ensuite are. There are. C'est vraiment complexe. Vous allez pouvoir un petit peu merge, un petit peu fusionner les deux et vous direz there are. There are. There are. There are. Donc quand vous avez il y a plus quelque chose, que vous dites il y a un arbre, une maison, et que c'est du singulier, pensez bien à dire there is ou there's. Quand vous dites il y a deux personnes, par exemple, pensez à utiliser le pluriel. There are two people. Donc cette expression il y a déjà deux traductions possibles en fonction de si c'est un mot singulier ou pluriel juste après. L'expression il y a est très souvent utilisée en anglais, au présent mais aussi au passé. Lorsque vous allez raconter un événement, par exemple vous êtes allé à un concert, vous allez dire il y avait beaucoup de gens, c'est une expression qu'on va très souvent utiliser à l'imparfait. Il y avait du soleil, il y avait du monde, il y avait personne. Je vais donc vous donner l'équivalent de il y a, mais au passé. Lorsqu'on dit il y a une personne, there's one person, il y a deux personnes, there are two people, là pour le coup c'est person qu'on va changer aussi, mais quand on parle au passé, il y avait une personne, there was one person, there was one person, et quand on dit il y avait deux personnes, on dira there were two people. There were two people. On conjugue donc simplement le verbe être au singulier et au pluriel au présent. There is one. There are two. Et la même chose au prédicate, donc au passé. There was. There was. Et pour le pluriel, there were. There were. Petit bonus, avez-vous remarqué qu'on a le verbe avoir en français, il y a, alors que l'expression anglaise est avec le verbe être. There is, there are, there was, there were. Et donc retenez que quand on utilise il y a pour décrire ce qu'on voit, on va donc avoir cette expression there plus le verbe être en face. Et après, il faut choisir entre ces quatre options principales. Est-ce que c'est au présent ou au passé? Est-ce que c'est au singulier ou au pluriel? Je devrais peut-être pas vous l'avouer, mais sachez que si vous vous trompez, que vous dites there's two people ou there was two people, par exemple, on vous comprendra quand même. Globalement, si vous avez l'expression there is, there are, mais que vous mélangez un petit peu singulier, pluriel, même passé et présent, on vous comprendra quand même. Deuxième info que je devrais pas vous dire non plus, il y a quand même pas mal de natifs qui vont pas forcément utiliser le pluriel, there are, et qui vont parfois utiliser la singulier, même s'il y a quelque chose de pluriel derrière. En gros, au lieu de dire there are a lot of people, c'est beaucoup plus rapide de dire there's a lot of people. There's a lot of people. Vous n'êtes pas obligé de le faire, de pas le faire, peu importe, mais si vous vous trompez, sachez que certains anglophones le font sciemment, donc c'est pas grave si vous le faites aussi. Passons maintenant à la deuxième façon d'utiliser il y a en français et donc sa traduction équivalente en anglais. Ce sera beaucoup plus simple, il n'y a qu'une seule option. Quand on dit il y a, que vous parlez d'une durée derrière, il y a 10 ans, il y a 5 minutes, il y a 1 heure, il y a 1 semaine, beaucoup de personnes vont essayer d'utiliser cette expression there is plus there is 5 minutes ou certaines personnes vont dire même there is 5 minutes ago. Sachez que c'est faux, ces expressions n'ont aucun rapport l'une avec l'autre, en anglais en tout cas. There is, c'est d'un côté pour dire il y a, quand on parle de quelque chose, il y a un arbre dans le jardin, mais il y a pour une durée, ce n'est pas du tout la même traduction en anglais. Sachez que c'est une faute très courante parce que justement, en français, on a une seule expression pour dire deux choses, alors qu'en anglais, on a bien deux traductions différentes. Pour traduire il y a plus une durée, on va simplement utiliser le petit mot ago. Ago.
Notez déjà la prononciation. On n'a pas un A, ago ou je ne sais quoi. On prononce quasiment la première syllabe quasiment comme un E. Ago. Ago. Ce petit mot, en fait, on va le mettre après la notion de durée. En français, on dit il y a 10 ans. En anglais, on démarre par 10 ans. 10 years. Et on ajoute ago. 10 years ago. C'est donc un petit peu inversé par rapport au français, mais on a simplement à rajouter ce petit mot après la notion de temps et on est bon. Il y a 5 minutes, 5 minutes ago. Il y a 3 semaines, 3 weeks ago. Il y a 2 mois, 2 months ago. Si à l'heure actuelle, vous traduisez encore du français à l'anglais dans votre tête, ça peut vous aider dans ce cas de figure. Quand vous avez il y a, notez juste de quoi vous parlez. Est-ce que vous parlez de quelque chose qui se trouve quelque part? Il y a un arbre dans le jardin, auquel cas, pensez à there is. Et si vous parlez d'une durée, que vous dites il y a 5 ans, il faudrait qu'une petite sonnette d'alarme sonne dans votre tête et que vous pensiez à traduire cette expression en inversant et en mettant ago derrière. Avec ce raccourci, vous devriez parler de façon plus fluide et naturelle parce que vous avez vraiment la traduction équivalente de il y a en fonction de ces deux contextes. There is, la plupart du temps, et donc l'autre sera ago. Si cette leçon de grammaire express vous a plu, je vous conseille d'aller regarder dans la description mon livre 30 jours pour se remettre à l'anglais, où j'ai justement plein de points de grammaire expliqués de façon simple et efficace, avec tout autant d'exercices de mise en pratique. Vous allez pouvoir donc réviser la grammaire essentielle à maîtriser pour le niveau, pour atteindre le niveau intermédiaire grâce à ce livre 30 jours pour se remettre à l'anglais. Et si vous préférez rester sur YouTube, j'ai pour vous une compilation de 10 leçons gratuites pour revoir les bases essentielles de la grammaire en 10 leçons simples et efficaces comme celle-ci. Je vous laisse la vidéo juste là-dessous et je vous dis merci pour avoir visionné la vidéo jusqu'ici. Thanks for watching and see you next time. Bienvenue dans cette vidéo, on va voir ensemble l'utilisation des prépositions en anglais. Alors les prépositions anglaises, on a donc in, on, at et to principalement. Elles sont essentielles pour parler donc de lieu et de temps. Il est important de noter qu'il n'existe pas toujours de correspondance directe entre le français et l'anglais, et je vous explique tout de suite ce que ça veut dire. Donc quand on a une préposition en français, elle n'a pas une traduction pile-poil en anglais. Par exemple, on va regarder les phrases ci-dessous avec le petit mot « a » avec un accent. Il se traduit en fait de 3 façons différentes en anglais. Donc je ne peux pas vous dire « a » avec un accent égale « in » par exemple, et O, AU égale autre chose. C'est pas possible, il n'y a pas de corrélation. Donc c'est ça qui rend les choses un petit peu compliquées parce que voilà, ça nous complique la tâche. C'est pas telle préposition égale telle autre en anglais, c'est juste voilà, telle situation égale, on met telle préposition en anglais. Voyons voir ces phrases d'exemple. Je vais à Londres. Ici, le mot à en fait se traduit par to, I'm going to London. Parce qu'il y a, on parle d'une ville, mais il y a un déplacement. I'm going to London. Globalement, chaque fois que vous déplacez, vous allez quelque part, vous allez au travail, I'm going to work, vous allez à Paris, I'm going to Paris, vous allez en Italie, I'm driving to Italy. Déplacement to. Voilà comment ça fonctionne. Quand vous dites je suis à Londres, c'est de nouveau Londres et c'est de nouveau une ville et on a de nouveau à, sauf qu'ici, on ne se déplace pas et ça va être la préposition in. I'm in London. Et quand vous dites je me lève à 8 heures, on a de nouveau la préposition à, mais là on parle plus d'un lieu, on parle d'un horaire. Et donc là ce sera at. I wake up at 8 o'clock. Donc voilà, quand on est en français, souvent on a envie de traduire mot à mot et on se demande comment je traduis cette phrase. Je vais à Londres, I go at London ou I go in London. C'est pas comme ça qu'il faut fonctionner. Vraiment, on ne peut pas dire telle préposition égale telle autre en anglais. Vous voyez que ça dépend du cas de figure et de la situation. Donc voilà trois exemples. I'm going to London, I'm in London, I wake up at 8 o'clock. Voyons voir une par une ces prépositions donc pour savoir quand est-ce qu'on s'en sert exactement. On utilise donc les prépositions, les prépositions dont je vous ai parlé, in, on, at et to, pour parler de lieu et aussi pour parler du temps. On va voir d'abord pour parler d'un lieu. Pour in, la préposition in, on l'utilise pour tout ce qui est ville, pays, région, quand c'est statique, donc on ne bouge pas. Par exemple, je vis à Besançon. I live in Besançon. Elle travaille au Royaume-Uni. On aurait pu dire en Angleterre, en France. Vous voyez, c'est en et au, ça dépend en fait, peu importe.
quand on parle d'un pays et qu'on ne bouge pas, ça va être in. She works in the UK. She works in the UK. Et là, vous voyez, on a en Toscane. Ma cousine vit en Toscane. On aurait pu dire au Royaume-Uni. On aurait pu dire à la Martinique. Voilà, on aurait pu avoir à, là, à le. Au, pardon, donc ça ne marche pas à là. Donc on aurait pu avoir à, au, en, peu importe. On parle d'une région. Et donc, comme ça, on ne bouge pas, c'est statique. On va avoir in également. My cousin lives in Tuscany. Donc voilà, quand vous dites où est-ce que vous habitez, où est-ce que vous travaillez, ou vous parlez de proches, de personnes qui sont dans différentes régions, pays ou villes, il faudra donc utiliser in. Quand on parle juste de où la personne travaille, où la personne vit, il n'y a pas de déplacement, donc in. Mais vous voyez qu'en face, on a soit à, soit au, soit en, mais en anglais, on a toujours la même chose, in. Au final, ça simplifie la vie, sauf si vous traduisez mot à mot, auquel cas, vous allez toujours être un petit peu bloqué. Il faut vous dire, ça ne bouge pas, c'est statique, on parle d'une ville, d'un pays ou d'une région, ce sera in en anglais. Lorsqu'on utilise to pour parler d'un lieu, c'est quand il y a un déplacement. Donc de nouveau, on parle de ville, pays, région, mais quand il y a un mouvement. Donc les phrases précédentes, il suffit de changer le verbe en fait. Au lieu de dire I live in Besançon, j'aurais pu dire I'm traveling to Besançon. Donc c'est pas le fait d'avoir une ville qui fait qu'on utilise cette préposition ou une autre, c'est vraiment la situation de la phrase. Donc là, on va à Londres, on se déplace. I'm traveling to London. I'm traveling to London. Donc là, il y a un déplacement, donc on change cette préposition qu'on avait avant, in, on la change en to. Si on dit ils vivent en Suisse, they live in Switzerland. In Switzerland. Là, ils vont déménager en Suisse, il y aura un déplacement. They moved to Switzerland. Ils ont déménagé en Suisse. They moved to Switzerland. Donc, déplacement, on utilise to. On peut utiliser at pour parler d'un lieu également. Donc là, ce sera les lieux plus précis. Donc là, on avait ville, pays, région, etc. Donc, c'est relativement large, même les continents. Et quand on parle d'un lieu plus précis, souvent un lieu fermé, l'hôtel, le bureau, une soirée, une fête, le bureau de poste, la gare, etc. Globalement, c'est souvent des lieux fermés. Mais on pourrait parler du parc aussi, d'un parc, par exemple. Là, ce sera la préposition at. On ne dit pas I'm in the hotel, même si en soi, quand vous dites ça, ça voudra dire je suis à l'intérieur de l'hôtel, donc pourquoi pas. Mais de façon générale, quand on dit je suis à l'hôtel, je suis au café, je suis au bureau, je suis chez moi, je suis à la maison, ce sera avec at. I'm at the hotel. I'm at the hotel. Elle est au bureau. She's at the office. She is at the office. Ils sont à la fête. They are at the party. They are at the party. Donc là, c'est pareil, vous voyez bien, on ne traduit pas à, au ou à la. Vous voyez qu'il y a 3 cas de figure différents. Il faut se dire, ok, je parle d'un lieu fermé ou un lieu précis, plus précis en tout cas que ville, pays, région. Ce sera at. On peut utiliser donc in, on, at et to pour parler du temps aussi. Donc les prépositions, chaque préposition, elle peut servir aux deux. On utilise in pour parler de mois, année ou saison. Donc c'est relativement large. I was born in April. Je suis née en avril. I was born in April. Donc voilà, pour parler d'un mois, on utilise in. Nous partons généralement en vacances en été. Donc là, une saison, on utilisera in également. We usually go on vacation in the summer. We usually go on vacation in the summer. On pourra dire donc in the winter, in the summer, in autumn, etc. Donc saison, in également. Quand on parle d'une année, il a obtenu son diplôme en 2020, on utilisera in également. He graduated in 2020. He graduated in 2020. Lorsqu'on est un petit peu plus précis et qu'on parle de jour et de date, là, on va utiliser on. J'ai une réunion lundi. I have a meeting on Monday. Donc là, on a 2 subtilités. Non seulement on a une majuscule pour les jours de la semaine, alors que lundi, mardi, etc. n'ont pas de majuscule en français. Donc Monday, il y aura toujours une majuscule. Et en plus, on ne dit pas I have a meeting Monday. Il faut là, ici, une préposition. On n'a pas de préposition en français, mais il en faut une en anglais. I have a meeting on Monday. Nous fêtons Noël le 25 décembre.
Donc quand on parle d'une date précise, d'un numéro, d'un jour précis, on utilisera on également. We celebrate Christmas on the 25th of December. We celebrate Christmas on the 25th of December. Donc là, c'est pareil, on dit le 25 décembre, on n'a pas de préposition, on a juste un article. Et on aurait envie en anglais de dire We celebrate Christmas the 25th of December. Mais là, pensez bien à mettre on, même si globalement, même si vous l'oubliez, on vous comprendra quand même. Mais bon, sachez que normalement, on la met. Donc pour une date précise, on utilise donc on également. Son anniversaire est le 5 avril. Là, on donne une date précise. Her birthday is on the 5th of April. Her birthday is on the 5th of April. Donc on a également on là aussi. On est encore plus précis quand on utilise at. Là, on va parler de moments précis de la journée. Le matin, le soir, à minuit, un horaire. Donc globalement, tout ce qui est horaire, à 8h, à 7h, etc., ce sera toujours at. Donc là, pour le coup, globalement, c'est une règle qui est à peu près fixe. 99% du temps, vous aurez juste, quand vous dites on se retrouve à 8h, je me lève à 7h, etc., ce sera at plus l'horaire. Le petit déjeuner est à 7h. Breakfast is at 7 o'clock. Breakfast is at 7 o'clock. La réunion commence à 15h. The meeting starts at 3 p.m. The meeting starts at 3 p.m. Notez également au passage qu'on ne dit pas 15 en anglais. Le système pour donner les horaires, pour donner l'heure, est seulement sur 12 heures et pas sur 24. Donc le matin, vous levez à 8 heures et le soir, vous vous couchez en fait à 9 heures, pas à 21 heures. On ne dira pas 21, on dira 9 p.m. si on veut préciser. Donc 15 heures, ce sera donc en anglais 3 p.m. Je me couche généralement à minuit. Là aussi, on utilisera at. I usually go to bed at midnight. I usually go to bed at midnight. La meilleure façon de retenir ces prépositions, c'est pas de retenir la théorie in plus ville, pays, région, to plus déplacement, etc. C'est trop abstrait. Il faut éviter aussi de faire du mot à mot, du passer du français à l'anglais en se disant, bah voilà, je vais à Londres cet été, comment je traduis à, parce que c'est pas comme ça qu'on fait, même si vous trompez, on vous comprendra quand même, c'est pas grave en soi, mais ça vous fera parler lentement et c'est source d'erreur. Donc évitez de comparer mot à mot du français à l'anglais, ça ne marchera pas. Ce qu'il faut, c'est faire des phrases en fonction des exemples qu'on a vus précédemment, des phrases qui vous parlent pour chaque cas de figure. Donc essayez de vous habituer à utiliser at plus un horaire en faisant des phrases comme par exemple I wake up at 7 a.m. I finish work at 4 p.m. Je finis le travail à 16h. Je me couche à 9h ou 10h, peu importe. I go to bed at 10 p.m. Donc faites des phrases comme ça pour retenir en fait des phrases types que vous allez pouvoir réutiliser. Donc horaire, at. Dites où est-ce que vous vivez, dans quel pays, région, etc. Ville. I live in Besançon, I live in France, I live in Franche-Comté. Comme ça, vous allez pouvoir vous habituer à utiliser in avec ville, pays, région pour quelque chose qui est statique. Lorsque vous faites des voyages ou vous allez quelque part, par exemple, vous partez à Paris pour un séminaire, essayez d'utiliser donc to. I'm traveling to London twice a year. Je vais à Londres 2 fois par an. Parlez de votre date de naissance et de votre mois de naissance. Donc là, si vous parlez de votre mois de naissance, utilisez in. I was born in April. I was born in April. Vous pouvez faire ça pour toute votre famille. My son was born in February. My daughter was born in June. Ma fille est née en juin et mon fils en février. Vous pouvez parler de l'année où vous êtes né en utilisant in également. I was born in 1989. Ou voilà, vous pouvez faire plein de phrases comme ça. Et si vous voulez donner la date précise à laquelle vous êtes né, pensez à utiliser on. Et pour on et parler des jours de la semaine, vous pourriez faire des phrases sur ce que vous faites dans votre semaine comme activité. Par exemple, I go to the gym on Monday. On Mondays ou Monday, les deux fonctionnent. I go to the gym on Monday. Donc tous les lundis, je vais à la salle de sport, par exemple. Donc habituez-vous donc à créer des phrases qui vous parlent de votre quotidien, décrivez un petit peu votre situation, votre âge, etc., votre date de naissance, pour pouvoir vous habituer à utiliser ces petits phrasal verbs, ces petites prépositions qui posent parfois de problème aux francophones, ceux qui essaient en tout cas de traduire mot à mot, et qui essaient de retenir seulement la théorie par cœur, sans vraiment l'utiliser dans la pratique. Thanks for watching this video. I hope you had a great time and see you in the next one. Bye. Cette vidéo est la seule que vous aurez besoin de regarder pour enfin tout comprendre sur les verbes modaux en anglais. On va démarrer dans le vif du sujet directement avec des règles à retenir.
Attention, il n'y aura jamais de préposition to, ni devant, ni derrière le verbe. Vous savez que la plupart des verbes, quand ils sont non conjugués, on va mettre to devant. Par exemple, to work, travailler, to do, faire, to sleep, dormir. On ne peut pas mettre to devant les modaux, on ne dira donc pas to can, to must. On ne peut pas non plus mettre to derrière les verbes modaux. Vous avez peut-être déjà entendu cette phrase, I want to drink something, par exemple. Quand on a deux verbes non conjugués en anglais, on en aura parfois, on aura le premier, ensuite to et le deuxième derrière dans certains cas de figure. Avec les modaux, ce n'est pas possible, on ne dira pas I can to do it, mais simplement I can do it. Pareil, on dira you must listen et pas you must to listen. Tu dois écouter. Donc je peux le faire, I can do it et pas I can to do it. Ils ne prennent pas non plus de S à la troisième personne. On dira donc par exemple he will come, she could help us. He will come, pas de S ici. She could help us, pas de S non plus. Ils sont invariables, donc on ne peut pas ni rajouter un S à la troisième personne, ni les conjuguer à d'autres temps. Can sera toujours au présent, could, c'est toujours du passé ou du conditionnel. On ne peut pas dire par exemple he will can, il va pouvoir ou il pourra. Les modaux, en fait, ce sont des verbes juste qui ont un fonctionnement légèrement différent des autres verbes. Donc, on vient de voir quelques règles là au-dessus. Et c'est un petit peu comme les auxiliaires, donc to be, to have. Ce type de verbe n'existe pas en français. C'est pour ça que des fois, les francophones ont parfois du mal à les comprendre. Chaque verbe modal a une ou plusieurs utilisations spécifiques. Et en français, la plupart du temps, quand on aura un verbe modal, on le traduira par un verbe simple en face. Par exemple, I can improve in English. I can improve in English. Je peux progresser en anglais. Là, ici, can, c'est un verbe modal. On va avoir juste le verbe pouvoir en face en français au présent simple. You must be so proud of yourself. You must be so proud of yourself. Must, ici, est traduit simplement par le verbe devoir au présent. Tu dois être tellement fier de toi. I would like to travel around the world. I would like to travel around the world. Je voudrais voyager autour du monde. Là, ici, would, on ne peut pas le traduire tout seul. On va prendre le verbe qui est derrière et globalement, ce sera le verbe correspondant au conditionnel en français. Donc, would like, j'aimerais, je voudrais, je souhaiterais. On va voir ça en détail tout à l'heure. Les verbes modaux, voilà les principaux à l'écran. En vert, vous avez ceux qui sont le plus souvent utilisés en anglais à l'oral. On a can, could, will. En orange, ceux qui sont relativement utilisés mais légèrement moins fréquemment, should, would et must. Et en rouge, ceux qu'on utilisera beaucoup moins, donc vraiment on les mettra pour la fin de cette leçon. Might, may, shall. Let's go. On va démarrer par can, qui est un des verbes modaux, donc les plus couramment utilisés à l'oral en anglais. Can, ça va être globalement 95% du temps le verbe pouvoir au présent simple. On va s'en servir pour différentes choses, tout ce qui est capacité mentale et physique, donc ce qu'on peut faire ou ce qu'on sait faire. I can speak English fluently. I can speak English fluently. Ce qu'on traduira par je peux ou je sais parler anglais couramment. Donc là, quand vous allez dire can, I can play the piano, I can speak English, I can run very fast. En français, on traduira soit par pouvoir, soit par savoir, en fonction de ce que c'est. Je sais parler, je peux parler, etc. Mais globalement, c'est souvent le verbe pouvoir. On se sert également de can pour poser une question ou demander la permission pour faire quelque chose. Can you help me? Can you help me? Est-ce que tu peux m'aider? Donc là, de nouveau, vous voyez que la traduction en français, c'est pouvoir, simplement le verbe pouvoir. On s'en sert aussi pour parler de probabilité. It can't be him, he's in London. It can't be him, he's in London. Ça ne peut pas être lui, il est à Londres. Vous voyez qu'ici aussi, on a pouvoir au présent. Donc globalement, la plupart du temps, can sera traduit juste par le verbe pouvoir au présent simple. On passe à could. Donc là, ne prononcez pas le L, attention, on dit bien could et pas could. Là, c'est le verbe pouvoir également, mais avec le conditionnel ou au passé. Soit c'est du conditionnel ou du passé en français. Là, on avait I can do it. Là, je peux le faire, je sais le faire au présent. Could servira pour la même chose, mais dans le passé. Donc, je pouvais le faire, j'ai pu le faire. Donc, une habilité dans le passé. I could play
all day without getting tired when I was a kid. I could play all day without getting tired when I was a kid. Je pouvais jouer toute la journée sans me fatiguer quand j'étais enfant. Donc si c'est aujourd'hui, I can play all day, mais si c'était dans le passé, I could play all day. Donc c'est juste le parallèle dans le passé de ce qu'on vient de voir juste avant. Je pouvais jouer toute la journée. Donc là, pouvait, vous voyez que c'est le verbe pouvoir au passé. On a un imparfait. On se sert de could pour parler de probabilité. Donc c'est 40% entre guillemets de chance que ça arrive. It could start raining this afternoon. It could start raining this afternoon. Il pourrait pleuvoir cet après-midi. Et là, vous voyez donc, c'est le verbe pouvoir au conditionnel. On fait une supposition. Il pourrait se passer quelque chose. Il pourrait pleuvoir. Tu pourrais commencer à fatiguer. On se sert de could pour parler d'une requête ou faire une suggestion. You could try this method to improve in English. It seems to be working. You could try this method to improve in English. It seems to be working. Tu pourrais essayer cette nouvelle méthode pour progresser en anglais. Ça semble fonctionner. Vous voyez que globalement, quand on a pouvoir à l'imparfait, donc au passé, et on verra le passé composé juste après, ou le conditionnel, tu pourrais, il pourrait pleuvoir, vous avez could en anglais. Donc quand vous avez essayé d'associer pourrait avec could, globalement, ça vous simplifiera la vie. Donc tu pourrais essayer, you could try. D'autres utilisations de could. Une demande polie. Donc quand vous dites can you help me, vous dites est-ce que tu peux m'aider. Mais quand vous dites could you help me, vous dites est-ce que tu pourrais m'aider. Donc avec could, on est plus poli parce qu'en français, ça correspond à du conditionnel. Est-ce que tu peux m'aider? Can you help me? Est-ce que tu pourrais m'aider? Could you help me? On est légèrement plus poli avec could parce que c'est du conditionnel. On se sert de could pour parler de la permission dans le passé, donc des choses qu'on a pu faire. I could go out with my friends yesterday. I could go out with my friends yesterday. J'ai pu sortir avec mes amis hier. Donc vous voyez qu'on a pouvait, pourrait et pu. Globalement, c'est ce verbe pouvoir conjugué à ces différents temps, ce sera globalement traduit par could en anglais. Voyons rapidement la différence entre can et could. Quand vous dites I can do it, je peux le faire ou je sais le faire, c'est pouvoir au présent. Donc c'est quelque chose que je sais faire, que je peux faire maintenant. Si vous dites I could do it, je pouvais le faire ou j'ai pu le faire. Donc c'est la possibilité de faire quelque chose ou la capacité où on sait faire, mais au passé. Donc c'est juste, il y en a un, c'est maintenant et l'autre, c'était avant. Pour les questions can you help me? Est-ce que tu peux m'aider? C'est une demande polie. Could you help me? Est-ce que tu pourrais m'aider? Là, la demande est plus polie parce qu'il y a du conditionnel. Passons maintenant à will, qui la plupart du temps servira en fait pour construire un futur. On va démarrer directement avec, voilà, le futur, c'est pour une décision spontanée. Par exemple, it's very hot today, I will open the window. It's very hot today, I will open the window. Il fait très chaud aujourd'hui, je vais ouvrir la fenêtre. On verra juste après comment distinguer will des autres possibilités pour exprimer le futur et quelle est la différence entre will et les autres. Mais dites-vous qu'avec will, lorsqu'on veut parler d'un événement futur, c'est qu'on vient de décider. Par exemple, I'm hungry, I will eat something. J'ai faim là tout de suite, je vais manger quelque chose. Will, c'est la spontanéité, c'est maintenant, j'ai pris une décision. On se sert également de will pour autre chose que le futur, pour faire des prédictions. Donc, globalement, c'est aussi dans le futur. On pense que quelque chose va arriver. I think my son will graduate with flying colors. I think my son will graduate with flying colors. Je pense que mon fils va obtenir son diplôme haut la main. Dans certains cas de figure très peu fréquents, on va dire, will exprime la volonté. Will you marry me? Veux-tu m'épouser? Si vous dites I will come, on pourrait le traduire par je vais venir ou je veux venir. Donc will, dans certains cas de figure, on va s'en servir pour parler de la volonté, ce qu'on veut faire. Mais c'est plus rare que le futur. Le futur, donc il y a quatre tournures différentes pour exprimer le futur en anglais. Je vous mettrai certainement une vidéo là au-dessus pour aller explorer ce thème en détail. Mais sachez que la différence entre will, plus un verbe, ça c'est le futur simple, et l'expression to be going to, plus le verbe, c'est une autre façon de parler au futur. Ça va être globalement, il y en a un qui est spontané, l'autre qui est planifié. I'm hungry, I will eat something.
là maintenant j'ai faim, je me rends compte que j'ai faim, je vais manger quelque chose. C'est spontané, je viens de décider de le faire au moment où je parle. Lorsque vous dites I'm going to eat lunch with my friend, je vais manger avec mon ami à midi, c'était planifié avant que vous commenciez à parler. Globalement, c'est ça la différence. Will, c'est maintenant, je décide. The phone is ringing, I will answer. Le téléphone sonne, je décroche. Je n'avais pas décidé avant de le faire. Par contre, si vous dites I'm going to call my mom at lunch, j'ai décidé depuis un moment d'appeler ma mère à midi. Passons maintenant à would. Là aussi, on ne prononce pas le L. Would, retenez, c'est globalement le conditionnel. On s'en sert pour parler de volonté, de souhait. Globalement, ça va être avec like, would like, quand on les colle ensemble. C'est quasiment la 90% du temps, quand vous allez utiliser would, ce sera avec like. I would like, I'd like. Ça se traduira en français par voudrait, souhaiterait, aimerait. Globalement, on va parler de ce qu'on veut faire, de ce qu'on aimerait faire la plupart du temps. I would like to travel abroad. I would like to travel abroad. Je voudrais voyager à l'étranger. On se sert de would dans certains cas de figure, c'est mon plus rare, pour faire des requêtes polies. You wouldn't lend me your phone, would you? You wouldn't lend me your phone, would you? Tu ne me prêterais pas ton téléphone. Vous voyez, c'est du conditionnel. Mais bon, c'est moins fréquent, on pourra juste demander could you lend me your phone ou can you lend me your phone, please? On peut utiliser would dans certains cas de figure moins fréquents pour parler d'une habitude dans le passé. Pareil, ça c'est un peu plus avancé. Every winter, I would go skiing with my parents. Every winter, I would go skiing with my parents. Chaque hiver, j'allais au ski avec mes parents. Ça, clairement, c'est pas l'utilisation principale de would, mais sachez qu'elle existe. La plupart du temps, vous allez utiliser would pour dire ce que vous aimeriez faire. Par exemple, I would like to speak English fluently. Je voudrais parler anglais couramment. Retenez que would like, c'est globalement traduit par j'aimerais, je voudrais, je souhaiterais. 90% du temps, lorsque vous utilisez would, ce sera avec like. I would like. On peut abréger également en I'd like. Et c'est beaucoup plus fréquent à l'oral de dire I'd like que d'utiliser la forme pleine I would like. Et l'autre utilisation, ça va être juste pour former le conditionnel. I would do it if I had more money. Je le ferais si j'avais plus d'argent. Would do, ferais. I would read more if I had more time. I would read more if I had more time. Je lirais plus si j'avais plus de temps. Retenez que would plus verbe égale globalement conditionnel en face en français. I would speak, je parlerais. I would travel, je voyagerais. Alright? Passons maintenant à should. De nouveau, on ne prononce pas le L. Should, c'est globalement le verbe devoir au conditionnel. On s'en sert pour parler de conseils, de recommandations. You should study English more. It's important to speak foreign languages. You should study English more. It's important to speak foreign languages. Tu devrais étudier plus l'anglais. C'est important de parler des langues étrangères. Should, devrait. Devrait, on peut s'en servir aussi pour faire des reproches ou parler de regrets. Je devrais faire plus attention, etc. Tu devrais faire attention. You should be more careful. You should be more careful. Tu devrais faire plus attention. Tu devrais. Donc là, c'est pareil. Should, globalement, souvent, est traduit par devoir au conditionnel. Tu devrais, il devrait, je devrais. You should exercise more if you don't want to put on weight. Vous voyez que là, on traduit ça par tu devrais faire plus de sport si tu ne veux pas prendre de poids. I should probably study more English if I want to improve. Je devrais sûrement étudier l'anglais plus si je veux progresser. Should égale devrait. Passons à may. Moins fréquemment utilisé que les précédents. May peut servir globalement à deux choses. Parler de probabilité, 50% de chances que ça arrive. I may come to your party if I don't have too much work. I may come to your party if I don't have too much work. Il est possible, il est probable que je vienne à ta soirée si j'ai pas trop de travail. Là, may est pas si souvent utilisé que ça parce qu'en fait, on peut utiliser plein d'autres tournures de phrases pour dire je viendrai peut-être. I'm not sure I'm going to come, but maybe. Maybe I will come. I will probably come. Donc il y a plein d'autres façons pour dire la même chose. On s'en sert dans certains cas de figure quand on demande la permission ou qu'on veut offrir quelque chose. May I offer you something to drink?
May I offer you something to drink? Puis-je vous offrir quelque chose à boire? Quand on veut par exemple proposer de l'aide, on pourrait dire Can I help you? Est-ce que je peux t'aider? Could I help you? Est-ce que je pourrais t'aider? May I help you? Puis-je t'aider? Le troisième cas de figure avec may est moins utilisé, c'est beaucoup plus formel, un petit peu plus soutenu. May I? Puis-je? C'est un petit peu moins utilisé que les autres. May I offer you something? Notez que may est toujours utilisé quand on pose une question avec I. On ne peut pas dire may you help me? Can you help me? Could you help me? Yes. May you help me? No. May I talk to whatever person? May I? Puis-je? Voilà la différence entre can I help you? Est-ce que je peux t'aider? Donc c'est plus courant que may I help you? Puis-je vous aider? Et on voit tout de suite la différence entre may et might qu'on verra juste après. I may come to your party. Je vais sûrement venir. 50% de chance à peu près que je vienne. Et quand on utilise might, un autre verbe modal, il y a encore moins de chances qu'on vienne. Je vais venir, mais peut-être, c'est vraiment pas sûr. Donc en fonction de ce que vous utilisez, may ou might, la personne en face sait s'il y a vraiment peu de chances ou pas que vous fassiez ce que vous avez dit. I might come to your party. Je vais peut-être venir, mais c'est pas sûr. Passons maintenant à must, qui se traduira globalement par devoir au présent simple. Devoir, c'est quoi? C'est l'obligation. Obligation forte avec must. I must go home now. It's way too late. I must go home now. It's way too late. Je dois absolument rentrer à la maison maintenant. Il est vraiment trop tard. Must, donc c'est globalement la plupart du temps, vous allez vous servir de must pour l'obligation forte, même s'il y a une autre tournure de phrase qui sera plus fréquente à l'oral que celle-ci. On la voit juste après. On peut se servir de must pour parler d'interdiction. You mustn't smoke here. Vous ne pouvez pas, vous ne devez pas fumer ici. Mustn't. Donc c'est l'interdiction. Mais là aussi, on peut dire it's forbidden to smoke here. C'est interdit de fumer ici. It's not allowed to smoke here. Ce n'est pas autorisé de fumer ici. Donc vous avez d'autres façons de faire pour parler d'interdiction que mustn't. Mais c'est une option qui n'est pas la plus courante, mais elle existe. On peut utiliser must pour faire une assumption pour des probabilités qu'on pense à 80% vraies. Par exemple, you must be very tired after this long journey. Tu dois être très fatigué après ce long voyage. You must be tired. Tu dois sûrement être fatigué. Donc vous voyez, must se traduit globalement par devoir au présent simple. I must do it. I have to do it. Deux tournures de phrases pour traduire il faut que ou je dois. I must do it. Je dois absolument le faire. Obligation forte. I have to do it. Faut que je le fasse. C'est une obligation, mais elle est plus neutre et c'est globalement celle qu'on utilisera. Il faut que je dois se traduira donc dans la plupart des cas par I have to et dans certains cas de figure par must. Must sert également, comme on l'a vu, pour faire des suppositions. Donc, on va souvent dire you must be proud of yourself, you must be happy, you must be tired. Tu dois être fatigué, content, heureux. You must be so proud of yourself. Tu dois être tellement fier de toi. Passons maintenant à might et shall. Comme je vous l'ai dit, c'est moins fréquemment utilisé que les autres verbes modaux. Avec might, on l'a déjà vu, c'est la probabilité, donc il y a 35% à peu près ou moins de chances que ça ne se produise. I might be late tonight, don't wait for me for too long. I might be late tonight, don't wait for me for too long. Il est possible que je sois en retard ce soir, ne m'attends pas trop longtemps. I will probably be late. Ouais, il y a plein d'autres cas de figure pour parler de la probabilité, donc might, c'est pas la seule option. Avec shall, on fait des suggestions. Globalement, ce sera pour on pose des questions. Shall we do it? Shall we begin? Shall we begin? Et si nous commencions? Pareil, c'est un petit peu formel, on s'en servira quand même moins de nos jours. Je vous ai mis en bonus have to et used to, on les considère comme des verbes semi-auxiliaires un petit peu complexes. Ce ne sont pas vraiment des verbes modaux, mais bon, voilà, on les classifie des fois avec. Donc, petit bonus pour vous. On a vu que have to, c'est globalement l'obligation, le devoir. Donc, l'expression il faut que ou je dois se traduira 90% du temps par I have to, plus votre verbe. I have to improve in English for my job. Je dois progresser en anglais pour mon travail. Used to ne sert qu'à une chose, on parle d'une action répétée dans le passé. I used to travel abroad at least 3 times a year. I used to travel abroad at least 3 times a year. Avant, je voyageais 3 fois par an à l'étranger.
Tout à l'heure, on a vu que would pouvait servir dans les cas de figure où on avait une action répétée dans le passé. Globalement, ces deux phrases, tournures de phrases, seront possibles, mais avec des légères nuances. I used to travel, I would travel. Ce sera le sujet d'une prochaine vidéo peut-être. Alright, maintenant il ne vous reste plus qu'à, si vous voulez continuer votre apprentissage de façon claire et structurée, télécharger le programme sur un mois en flashant le QR code à l'écran ou en cliquant sur le lien dans la description. J'ai créé un programme simple et structuré à suivre pour pouvoir vous remettre à l'anglais en autonomie et faire des progrès fulgurants en un mois seulement. Et si vous voulez rester sur YouTube, je vous propose de regarder ensuite cette vidéo qui vous permettra de réviser les 10 règles de grammaire essentielles à connaître pour pouvoir parler anglais couramment. Il suffit de cliquer sur l'écran. Thanks a lot for watching and see you in the next video. Thank you, bye. Comment parler anglais couramment avec seulement 5 temps alors qu'il en existe 12? Je vous dévoile le secret dans cette vidéo aujourd'hui. Après avoir regardé cette vidéo, vous ne confondrez plus jamais les temps en anglais et vous arrêterez de vous casser les dents sur la différence entre le present perfect et le present. C'est donc parti. Le secret, c'est quoi? C'est qu'on peut appliquer la loi de Pareto, ou loi du 20-80, au temps anglais. Certes, il existe 12 temps en anglais, mais tous ne sont pas utilisés avec la même fréquence. Donc arrêtez de perdre du temps à vouloir tout comprendre et à essayer d'apprendre des temps qui servent très rarement. Allez à l'essentiel pour progresser rapidement. À l'écran ici, vous voyez la répartition des différents temps en anglais. Vous voyez que le présent simple est très utilisé, donc il prend une grosse place dans notre carré. On a ensuite le passé simple, qui est un temps très utilisé, donc le passé simple ou le prétérit, c'est la même chose. Et on a ensuite le futur simple, dans une moindre mesure, le present perfect et le présent continu. Donc la loi de Pareto nous dit que 20% de l'anglais est utile dans 80% des situations, et donc c'est pareil pour les temps. On a ici un tableau récapitulatif des 5 temps les plus utilisés en anglais. Donc on a d'abord le présent simple, le temps que vous allez utiliser le plus, avec 57,51%. On a ensuite le prétérit ou passé simple, avec 19,7%. Donc c'est le temps du passé qui sera le plus utilisé. Même si en France, on a énormément de mal à comprendre la différence entre le prétérit et le present perfect, vous voyez qu'ici, le prétérit sera beaucoup plus utilisé que le present perfect. Quand on continue dans le top 3, on a le futur simple, donc avec will, 8,5%. Ensuite, un petit peu moins le present perfect et dans une moindre mesure, le présent continu, ou aussi appelé be plus ing. Donc là, on a à l'écran les différents temps qui existent en anglais. Donc vous voyez qu'on n'a pas besoin d'apprendre tout ça. Comme je vous l'ai dit, il y en a seulement 5 qui vous serviront dans la plupart des cas. Mais là, vous les avez visuellement devant vous. On a donc le présent simple, I work. On a ensuite présent be plus ing, I'm working. Donc ça, c'est les 2 temps du présent. On a ensuite des temps du passé, donc le present perfect. On a 2 possibilités, soit le simple ou le continu. I have worked in the USA. I've been working since 1999. Ensuite, on a donc le prétérit qui s'appelle aussi passé simple. On a la forme simple et la forme be plus ing. I worked yesterday. Donc ça, c'est le temps qui sera le plus utilisé en anglais. Ensuite, I was working. Donc hier, j'étais en train de travailler, par exemple, quand tu m'as appelé. On a ensuite used to. On ne va pas s'approfondir sur ce sujet. On a ensuite 3 façons de parler au futur. On a d'abord will, plus la base verbale. I will work. Là, il n'y a pas besoin de conjuguer, on met tout simplement will et le verbe non conjugué derrière. I will work tomorrow. Demain, je travaillerai. Donc, c'est pas la seule façon de parler au futur. On a aussi la structure be going to. Par exemple, I'm going to work. Et on a une 3e possibilité qui est encore moins utilisée, mais on verra ça en détail tout à l'heure, qui sera le présent continu, en fait, tout simplement, qu'on a déjà vu dans la partie jaune tout à l'heure, présent be plus ing. Donc, quand on dit I'm working, c'est soit tout de suite je suis en train de travailler, soit par exemple demain je vais travailler. I'm working tonight, ou ce soir par exemple. I'm working tonight. Et le dernier pour l'instant on va le laisser de côté pour aujourd'hui. Alors voyons dans un premier temps les temps du présent. Donc les temps du présent, donc sur les 12 temps qui existent, 57% des cas de figure ou des communications que vous allez avoir, vous allez utiliser le présent simple. Donc c'est clairement le temps le plus utilisé en anglais. Donc quand on compare par rapport au présent continu, par exemple, celui-là, il est seulement en 5e position. Donc quand on compare les 2 temps présents, présent simple et présent continu, vous voyez que le présent simple est beaucoup plus utilisé que le présent continu avec seulement 5%. Donc quand vous aurez un présent en français, que si jamais vous traduisez dans votre tête du français à l'anglais, ça peut vous aider pour les temps, pour comprendre ça. 99% du temps, on aura un présent simple en anglais.
On va voir un petit texte où on n'a que des temps conjugués au présent. Par exemple, je m'appelle Léa, je suis prof d'anglais, je suis française et j'habite à Besançon, j'adore les langues étrangères, je parle 5 langues à différents niveaux. En ce moment, j'étudie le norvégien. C'est un peu difficile parce que j'ai pas beaucoup de temps, mais je suis très motivée, je veux vraiment progresser et mon objectif est de parler norvégien couramment. Donc dans ce petit texte, on a plusieurs temps conjugués, donc c'est tous des présents en français. Et il n'y a qu'un seul de ces verbes qui se traduira par un présent continu en anglais. Tout le reste, ce sera du présent simple. Je vous laisse mettre pause si vous voulez jouer le jeu et essayer de voir lequel pourrait être un présent continu. Donc vous voyez que sur les 11 verbes qu'il y avait dans la partie en français, on a 10 qui sont en fait des présents simples également en anglais, et il y en a un seul qui a été traduit par un présent continu. Dans la phrase où on dit « en ce moment j'étudie le norvégien », c'est une action qui est en cours, et c'est là où on utilisera be plus ing. Et tous les autres temps seront des présents simples. Donc vous voyez que la fréquence d'utilisation, c'est vraiment beaucoup plus le présent simple qui sera utilisé que le présent continu. Voilà le petit texte. My name is Léa, I am an English teacher, I am French and I live in Besançon. I love foreign languages and I speak 5 languages at different levels. Right now, I'm studying Norwegian. It's a bit difficult because I don't have much time, but I'm very motivated. I really want to improve and my goal is to speak Norwegian fluently. Donc voilà pour vraiment vous faire prendre conscience que il n'y a pas de corrélation, on peut pas vous dire que le présent par exemple simple en anglais est égal à un présent simple en anglais et qu'il y a je ne sais quel temps qui est égal à un présent continu. Un même temps français pourra se traduire et avoir différents temps avec lesquels on les traduira en anglais. Vous voyez bien dans ce texte, ici on avait un présent simple qui en fait ici, parce que dans le cas de figure de cette phrase, on parle d'une action qui est en cours, en fait ici ce sera un présent continu, puisque le présent continu n'existe pas en français. On va passer donc ensuite à encore un autre récapitulatif de la différence présent simple, présent continu. Donc vous voyez ici le présent simple, je vous rappelle que c'est le temps le plus courant en anglais. On va s'en servir pour des actions qui sont répétées, un état pour les généralisations, les habitudes, opinions et goûts. On y reviendra juste après. Donc là, dans le texte juste avant, je vous parlais de qui je suis, où est-ce que j'habite, de ce que j'aime, etc. Donc tout ça, c'est des choses qui sont toujours vraies. J'habite à Besançon, c'est un fait. Je veux progresser, c'est mon envie, c'est vraiment mon objectif. C'est des choses qui sont toujours vraies, qui sont considérées comme une opinion, un goût, un avis, etc. Donc, on utilise le présent simple. Ensuite, le présent continu, vous voyez en bas ici, c'est plutôt, alors il y a d'autres cas de figure, mais le principal, c'est pour des actions en cours. Quand on parle en français, on dira en train de, actuellement, en ce moment. Regardons les phrases exemples ici. Là, on a Laura drives to work every day. Laura va au travail en voiture tous les jours. Donc voilà, c'est un fait, c'est une habitude, elle le fait tous les jours. Alors que dans la phrase ici, en bas, on a I'm driving right now, I can't talk to you. Là tout de suite, je suis en train de conduire, je peux pas te parler. Donc on a le même verbe to drive, sauf que dans un cas de figure, on parle d'une habitude. Je vais au boulot en voiture, donc c'est un présent simple. Alors que celle-ci, c'est une action en cours. I'm driving. Donc là, c'est du présent continu. On va voir la deuxième phrase exemple. I learn languages for fun. J'apprends les langues pour le plaisir. Voilà, c'est un fait. C'est une habitude, une généralisation. Alors qu'ici, I'm learning Norwegian at the moment. En ce moment, j'apprends le norvégien. Donc ça, c'est une action qui est en cours tout de suite. Donc c'est présent, be plus ing. Voilà pour la distinction rapide entre les deux. On va voir en détail à quoi sert donc le présent simple. Donc comme je vous l'ai dit, le temps qui est utilisé 57% du temps en anglais. Donc celui-là, il va vous servir tout le temps. On va s'en servir pour se présenter. Par exemple, I'm Mary, I'm 43 years old and I have 2 children. Donc là, on parle de nous, on parle de notre situation familiale, etc., de notre âge, de notre nom. Ça, ce sera toujours au présent. Parce que ça peut pas changer. On peut pas être en train d'avoir 2 enfants, par exemple. On parle de son opinion, de son avis, avec le présent simple. I agree with you. I agree with you. Je suis d'accord avec toi. I think it's a very good idea. Je pense que c'est une très bonne idée. Donc ça, c'est son opinion. Ce sera toujours le présent simple. Pour tout ce qui est routine et habitude, c'est pareil, présent simple. On weekdays, I wake up at 7. I bike to work every day, even if it rains. I generally read a book before going to bed, but tonight
I'm going to watch a movie instead. Donc vous voyez là ici, on a le présent simple ici. D'habitude, je lis un livre, mais ce soir, là on a un futur, je vais plutôt regarder un film. On y reviendra plus tard. Donc là, pour tout ce qui est routine et habitude, vous voyez, il y a certains mots là qui vont nous indiquer, quand on les utilise, que ça va être un présent simple en anglais. Tous les verbes, les adverbes de fréquence comme often, always, never, sometimes, regularly, every day, every week, every month, every year, on a regular basis, usually, hardly ever, daily, monthly, yearly. Tout ça, ça veut dire souvent, jamais, parfois, toujours, régulièrement, tous les jours, etc. Donc quand on a ces petits mots-là dans une phrase, on est quasiment sûr que ce sera un présent simple, parce que ces adverbes et ces petits mots nous indiquent que c'est une habitude qui est répétée, et donc quand on a une habitude, tous les jours, je me lève à telle heure, le soir, je mange plutôt quelque chose de léger, je lis tous les soirs avant d'aller me coucher. Même en français, on a un présent simple. Donc en anglais, c'est pareil. Avec ces petits mots-là, often, always, never, etc., on aura très souvent un présent simple. On utilise aussi le présent simple pour parler de ses goûts. C'est un petit peu comme son opinion, pour parler de je suis d'accord ou pas. Voilà, tout ce qui est goût, on va utiliser le présent simple. I love to speak foreign languages. I'm really into traveling. I like to go for a run to let off steam. Donc là, on parle de ce qu'on aime faire. Donc avec les verbes to like, to love, to dislike, to hate. Donc c'est les verbes aimer, adorer, ne pas aimer et détester. Souvent, on va parler de ses goûts quand on utilise ces verbes. Donc la plupart du temps, quand on a en tout cas une phrase au présent, j'aime ceci, j'aime cela, je déteste prendre la voiture, j'adore aller me balader. Avec ce genre de phrases, on va avoir un présent simple en anglais également. On va passer au présent be plus ing. On va parler seulement de la première partie, la deuxième, le futur, on en reparlera au moment où on parlera du futur plus tard dans cette vidéo. Donc ce temps-là, vous avez vu, il était numéro 5 dans notre classement. On s'en sert 5% du temps, donc quand même beaucoup moins que le présent simple qu'on a vu juste avant. Donc on s'en sert la plupart du temps pour une action en cours au moment où l'on parle. Par exemple, là tout de suite, je suis en train de vous parler. I'm talking to you right now. I'm recording a video. Donc je suis en train d'enregistrer une vidéo. Et vous, you are listening to me. Or you are watching this video. Vous êtes en train de regarder cette vidéo. Donc ça, c'est présent be plus ing. Voilà des phrases d'exemple. I can't talk right now, I'm driving. I can't talk right now. Donc ça, c'est pas... le présent be plus ing, il est là. I'm driving. I'm driving. Là, tout de suite, je suis en train de conduire. Je ne peux pas te parler. Je suis au volant. I'm studying English at the moment. I'm studying English at the moment. Je suis en train d'apprendre l'anglais en ce moment. Chaque fois qu'on utilisera les petits mots currently, qui veut dire actuellement, à l'heure actuelle, right now, at the moment, ces petits mots-là nous indiquent qu'il y a très forte chance qu'on utilise un présent continu. Quasiment tout le temps, avec le mot actuellement, tout de suite, en ce moment, on aura un be plus ing, parce que ça montre que c'est une action qui est en cours. I'm currently learning Norwegian. En ce moment, actuellement, j'apprends le norvégien. On va laisser la partie future, qu'on reverra tout à l'heure, mais notez que dans les 5% d'utilisation du présent continu, il y a une petite partie, on va s'en servir quand il y a quelque chose qui est en train de se produire tout de suite, comme par exemple I'm talking to you, you are listening to me, et aussi de temps en temps on s'en servira pour parler du futur. Par exemple, we're getting married in June next year. On en reparlera tout à l'heure. Passons maintenant au temps du passé. Donc globalement, vous avez deux possibilités. Alors oui, il existe plus de temps passé en anglais, mais on aura souvent le choix entre deux. Le prétérit, qu'on appelle aussi passé simple, ou le present perfect. Vous avez vu tout à l'heure que le prétérit était numéro 2 dans notre classement et qu'on s'en sert énormément. Beaucoup plus que le present perfect. Même si c'est le present perfect qui nous pose le plus de problèmes. 95% du temps, quand on a un temps passé en français, on utilisa le prétérit. Et ce qui est bien, c'est que c'est le temps le plus simple à comprendre. Le reste du temps, donc 4% à peu près, on utilisera le present perfect. Il y a plus de cas de figure où on se servira du present perfect, mais en termes de volume d'utilisation, entre guillemets, c'est pas celui-là qu'on utilisera le plus. Quand vous avez un passé composé ou un imparfait en français, et on va voir une phrase d'exemple juste après, 95
entre guillemets, ou jusqu'à 99% du temps, ils seront traduits par un prétérit en anglais. Donc, quand on a j'ai fait, je suis allé, j'ai mangé, je n'ai pas pu, j'ai écouté, ça c'est du passé composé. Quand on a ça en français dans une phrase et qu'on veut la traduire en anglais, 95% du temps ce sera un prétérit. I went, I did, I worked, etc. Et pour l'imparfait c'est pareil, je n'avais pas faim, il faisait beau, c'était sympa, ça c'est des imparfaits en français. 95% du temps, si on veut traduire ça en anglais, il n'y a pas un temps spécifique qui correspond à l'imparfait, ce sera quasiment tout le temps un prétérit. Donc voilà, passé composé imparfait, il existe 2 temps passé en français. En anglais, il en existe plusieurs aussi, mais on ne peut pas vous dire que passé composé égale je ne sais quoi et imparfait aussi. Les 2 temps passé français, passé composé imparfait, se traduisent tous les deux, la plupart du temps, par des prétérit. Donc là, je vous ai fait un petit texte et on va tester votre capacité à le traduire. Hier, j'ai travaillé de la maison et je suis allée courir comme il faisait beau. Après ça, j'ai mangé une salade parce que je n'avais pas très faim. Puis j'ai lu un livre et j'ai écouté un podcast parce que j'avais un peu de temps. À 15h30, je suis allée chercher les enfants à l'école. Je travaille depuis chez moi depuis 4 ans. Donc dans ce texte, vous pouvez vous challenger juste après mon explication à mettre pause et à essayer de le traduire. Dans ce texte, tous les verbes se traduiront par un prétérit, sauf un. Vous avez vu que j'ai alterné des passés composés, et travaillé, suis allé, et mangé, et lu, et écouté, suis allé. Là ici on a un présent. Et j'ai mis aussi des imparfaits, faisait, avait, et avait, de nouveau. Donc je vous laisse, si vous voulez tester de le traduire, essayer de voir où est-ce qu'on met le prétérit, et où est-ce qu'on met un autre temps. Et je vous donne la correction juste après. Alright, donc il y a qu'un temps, alors là c'est tombé que c'est un présent, mais ça peut être aussi un autre temps. Ce temps-là, je travaille depuis chez moi depuis 4 ans, ça va être un present perfect. Je vais vous expliquer juste après pourquoi. Yesterday, I worked from home, and then I went for a run because the weather was nice. After that, I ate a salad because I wasn't hungry. Then I read a book and listened to a podcast because I had some time. At 3:30 p.m., I picked up my children from school. I have worked from home for 4 years. Alors ici, on a, donc globalement, je vous raconte ma journée d'hier. Donc yesterday, chaque fois que vous allez parler de votre journée de la veille, 99% du temps, on aura un prétérit en anglais. Parce que c'est terminé. C'est dans le passé, c'est fini. C'est une action qui a été faite dans le passé et qui n'a plus de conséquences avec le présent. Je vous expliquerai ça en détail juste après. Donc là, chaque fois que je dis je suis allée, j'ai fait, il faisait beau, c'est terminé, c'était hier. Prétérit. Ici, je vous dis quelque chose, je travaille de chez moi depuis 4 ans. Donc ça, c'est pas vraiment terminé, là, je travaille encore de chez moi. I have worked from home for 4 years. Donc ça, c'est un cas de figure où on aura le present perfect. Ok ? On en reparlera juste après. Donc attention, l'imparfait et le passé composé français peuvent se traduire les deux par un prétérit. Donc en français, là, ici, vous voyez et travailler, suis allé et manger. Il y a 2 mots pour le passé composé. Je suis allé, j'ai mangé, etc. Et il n'y a qu'un seul mot quand on traduit avec du prétérit. I went, I ate. Et c'est ça qui prête souvent à confusion et il y a beaucoup de personnes qui vont traduire j'ai travaillé par I have worked. Je suis allé, I have gone. J'ai mangé, I have eaten. Parce que vous avez 2 mots en français et vous avez envie d'en mettre 2 en anglais. Alors que pas du tout. On ne peut pas dire passé composé égale present perfect, c'est pas du tout ça. Il existe de nombreux verbes irréguliers, comme c'est le cas ici. On a went, was, ate, now wasn't, read, had. Les verbes réguliers, c'est les verbes comme worked, ou listened, ou picked. Ça, quand on a ED, c'est un verbe régulier. Mais ça, c'est le sujet pour une autre vidéo. Notez quand même que si vous vous trompez, si vous me dites I have worked from home, I have gone for a run, ou alors que vous mélangez ici et que vous dites I worked from home for 4 years, on vous comprendra quand même. C'est pas parce que vous utilisez le mauvais temps qu'on ne vous comprendra pas, ça n'empêche pas la compréhension. À l'inverse, si vous prononcez mal, c'est là où on va avoir du mal à vous comprendre. Si vous dites I worked from home, ce sera plus compliqué de vous comprendre que si vous dites
I have worked from home. Donc les fautes de grammaire vont rarement vous empêcher de ne pas être compris. Donc si jamais vous traduisez tout le temps, là quand vous avez un texte ou que vous voulez dire quelque chose, vous parlez de votre journée de la veille, que vous avez que des temps passés, et qu'à chaque fois vous mettez un prétérit, dans 99% des cas, vous aurez juste une fois de temps en temps, voilà, il y aura un cas de figure où ça aurait dû être peut-être le present perfect ou un autre temps où ce serait pas le bon. Mais globalement, si ça vous simplifie la vie, vous pouvez aussi considérer que chaque fois qu'il y a un passé en français, mettez un prétérit, quasiment toujours vous aurez juste et on vous comprendra. Voyons donc maintenant précisément quand on se sert du prétérit ou passé simple, donc c'est le même temps. Donc on l'a vu, il est numéro 2 dans notre classement, c'est le temps qui est utilisé 19, quasiment 20% du temps, après le présent simple, donc c'est le temps qui va vous servir le plus. Globalement, on s'en sert chaque fois qu'on a une action terminée dans le passé. Donc c'est quand est-ce qu'on s'en sert concrètement ? Chaque fois que vous racontez quelque chose de terminé. Vous racontez ce que vous avez fait ce matin, ce que vous avez fait hier, ce que vous avez fait le week-end dernier, la semaine dernière, vos dernières vacances, il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 10 ans. Donc globalement, on s'en sert très souvent parce qu'on a souvent des choses à raconter par rapport à quelque chose de passé. Donc action terminée dans le passé, ce sera toujours le prétérit. Il y a parfois l'autre temps, si jamais c'était une action en cours dans le passé. Mais bon bref, vous voyez l'idée, c'est que 99% du temps, quand on a une action terminée dans le passé, c'est du prétérit ou passé simple. Donc par exemple, I had a great time last weekend. Last weekend, le week-end dernier. Ça c'est fini, c'est terminé. J'ai passé un bon moment, prétérit. I had a great time last weekend. I lived in Barcelona in 2020. Okay? 2020, c'est fini. J'ai vécu à Barcelone, j'habitais à Barcelone. En 2020, c'est fini, c'est du prétérit. I binge-watched a TV series yesterday. Okay? Yesterday, hier, c'est fini. J'ai regardé des séries, c'est terminé, prétérit. Donc, les mots qui vont vous mettre la puce à l'oreille pour l'utilisation du prétérit sont yesterday. Yesterday, par définition, c'est hier, donc c'est fini. Donc souvent, c'est du prétérit. Last year, l'an dernier, c'est pareil, c'est fini, quasiment tout le temps un prétérit. Last weekend, le week-end dernier. Last week, la semaine dernière. Et quand on va donner une date dans le passé, in 2010, in 2020, in 2021, whatever. Donc en 2010, en 2020, pourvu que ce soit fini et que ce soit dans le passé, souvent on aura un prétérit. On va s'en servir aussi souvent avec ago, qui sert à dire il y a. Quand on dit 3 years ago, on dit en fait il y a 3 ans. Donc ça c'est aussi fini. A week ago, il y a 1 semaine. Donc voilà toutes les petites choses qui vont normalement nécessiter l'utilisation du prétérit dans la phrase. Là vous voyez present perfect, ça se complique un petit peu. On a plus de cas de figure, il y a plus de moments différents où on va s'en servir. Mais on s'en sert beaucoup moins que le prétérit. 6% du temps seulement, il était niveau 4 dans notre classement. Le present perfect, il est un petit peu plus compliqué à comprendre, mais on s'en sert beaucoup moins. Je vais quand même vous donner chaque utilisation. La première, c'est une action qui est démarrée dans le passé et encore en cours au moment où l'on parle. Donc tout à l'heure, je vous avais dit I have worked from home for 4 years. Ça fait 4 ans que je travaille de chez moi. Donc ça a démarré il y a 4 ans et je travaille encore de chez moi. Donc c'est encore en cours. Donc ça, pour ça, on utilise le present perfect. Okay? Donc là, on va souvent utiliser for ou since. Parce que for et since veulent dire depuis. Donc si je travaille de chez moi depuis 4 ans, c'est que c'est pas terminé. On y est encore. Je suis encore en train de le faire. Voilà des phrases exemples. I've studied English since I was a kid. J'étudie l'anglais, j'apprends l'anglais depuis que je suis enfant. Donc ça a démarré quand vous étiez enfant et c'est encore en cours aujourd'hui. On a ensuite How many years have you lived here? How many years have you lived here? Depuis combien d'années tu vis ici? Pareil, present perfect. I've lived here for 10 years. Ça fait 10 ans que je vis ici. I've lived here for 10 years. Ça fait 10 ans que je vis ici. Donc c'est encore en cours, c'est pas fini. Present perfect. Ensuite, on a tout ce qui est question sur les expériences passées, sans parler vraiment de moments précis. On va souvent utiliser ever dans la question. On va avoir déjà une phrase. Have you ever visited the UK? En gros, toutes ces questions
have you ever learned a foreign language? Have you ever visited the UK? Have you ever read a book in English? Est-ce que tu as déjà fait ci? Est-ce que tu as déjà fait ça? Est-ce que tu es déjà allé à tel endroit ou tel endroit? Ça, souvent, c'est have you ever. C'est du present perfect. On ne demande pas quand, on demande est-ce que tu as déjà lu un livre en anglais? Est-ce que tu es déjà allé au Royaume-Uni? On ne précise pas vraiment quand, donc c'est du present perfect. Ensuite, les actions passées, mais on ne dit pas quand elles sont arrivées. Par exemple, I have visited more than 30 countries. I have visited more than 30 countries. J'ai visité plus de 30 pays. C'est pas la même chose que quand on dit, par exemple, I visited Sweden last year. Là, je vous dis, l'an dernier, je suis partie en Suède, je suis allée en Suède. Ça, c'est un truc précis, c'était l'an dernier, et je mets un prétérit. Alors que là, on dit juste, de façon générale, j'ai visité 30 pays. I have visited 30 countries. Donc, on ne dit pas quand, ce sera avec du present perfect. I have never watched this film. Je n'ai encore jamais vu ce film. Voilà, on ne dit pas trop quand, c'est juste un fait. On va utiliser le present perfect. Donc, avec les petits mots ever, never, already, on va utiliser très souvent le present perfect. On a ici des différences entre l'anglais US, l'anglais américain, l'anglais UK. Mais sachez que pour une action qui vient de se terminer, avec le mot just, en tout cas en Angleterre, on va souvent utiliser le present perfect. I've just had coffee. I've just sent you the document you had asked me. I've just had coffee. Je viens tout juste de boire un café, de prendre un café. I've just done it. Ok, ici, donc là, si vous vous trompez, prétérit, present perfect, c'est pas bien grave parce que de toute façon, suivant les pays, on n'utilisera pas forcément toujours le même temps. Mais voilà, sachez qu'en Angleterre, on utilisera plutôt le present perfect pour ce cas de figure-là. Parlons maintenant du futur. Donc on vient de voir le présent avec le présent simple qui est le temps le plus utilisé. On a vu la différence entre le présent simple et le présent continu. On a vu ensuite le passé avec la différence entre le prétérit et le present perfect. Voilà, donc on a déjà 4 temps qui étaient dans notre top 5. Et on va passer un petit peu de temps maintenant sur 3 options, 3 différentes façons de parler au futur. Donc voilà, déjà, notez qu'en français, c'est la même chose. On va dire « j'irai faire des courses ». On pourra dire « je ferai les courses demain » ou « je vais aller faire les courses demain ». Donc c'est pareil qu'en anglais, on a plusieurs possibilités pour parler au futur. « J'irai faire les courses », c'est un futur. « Je vais aller faire les courses », c'est une structure comme be going to. Et je vais aller faire les courses. Voilà, on a 3 façons différentes en français aussi. Donc en anglais, on a également plusieurs façons pour parler au futur. On a will, donc ça c'est le futur simple. I will travel. Ça, on l'a vu tout à l'heure, c'était dans notre top 3 des temps les plus utilisés. Mais c'est pas la seule façon de parler au futur. On a aussi I'm going to travel. To be going to. Ça, c'est une alternative assez souvent utilisée, mais malheureusement, on n'a pas de stat par rapport à ça parce que c'est pas vraiment considéré comme un temps. Anyway, sachez que will, c'est certainement la façon la plus courante, mais on va voir juste après exactement la fréquence. Et I'm going to travel est quand même aussi très souvent utilisé. Mais on a vu tout au début tout à l'heure, le présent continu, I'm traveling. Si on n'a pas de contexte, la phrase I'm traveling, ça va être soit là, tout de suite, je suis en train de voyager, soit, suivant ce qu'on rajoute après, ça va être je vais partir, je vais voyager à tel ou tel endroit, et ce sera là en futur. Donc voilà, 3 options principales pour passer au futur. I will travel, I'm going to travel, I'm traveling. Et là, pareil, il y aura des différences en termes de fréquence d'utilisation entre ces 3 expressions. On va faire un petit test ici. On a 3 phrases en français. J'irai au Japon un jour. Donc ça, vous voyez, c'est un futur, j'irai. On va en Scandinavie cet été. Donc ça, c'est un présent, en fait. Et je vais à Londres la semaine prochaine, c'est de nouveau un présent. Ou on pourrait dire je vais aller à Londres. Ce serait la 3e façon de parler au futur en français. Donc j'irai au Japon un jour. On va en Scandinavie cet été. Je vais à Londres la semaine prochaine. Ok.
Donc on a différentes alternatives pour le futur, mais sachez qu'en anglais, on aura 3 temps différents pour ces 3 phrases-là. Donc dans chacune de ces phrases, on a un futur qui est différent. Donc vous allez piocher parmi ces 3-là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser mettre pause pour tester, voir si vous pouvez traduire ces phrases avec le bon. Est-ce que c'est will, going to, ou avec le présent continu, et je vous donne la réponse juste après. Donc là, la réponse c'est I will travel to Japan one day. Donc là, futur avec will, un jour peut-être. On parle d'un rêve, d'un souhait. On ne sait pas trop si ça va arriver. I will be fluent in English one day. Un jour, je parlerai couramment. Donc voilà, on sert de will notamment pour parler de quelque chose. Voilà, on ne sait pas trop si ça va arriver, mais on a vraiment envie. I will travel to Japan one day, ok? Ensuite, on a I'm going to travel to Scandinavia next summer. I'm going to travel. Ici, on a le futur to be going to. Alors là, ici, c'est prévu par contre. Là où will, on ne sait pas trop si ça va se faire, on aimerait, mais c'est plus un rêve, un truc que voilà, on ne sait pas trop si ça va arriver ou pas. To be going to, vous pouvez déjà être sûr que ça va se produire. Il y a beaucoup plus de certitude. Par contre, tout n'est pas encore calé. Voilà, c'est l'été prochain, on ne sait pas trop comment on y va, ce qu'on va faire, etc. I'm going to travel. Et le dernier, encore plus précis, là pour le coup, c'est 100% sûr. I'm traveling to London next week. Là, on espère pour vous, si c'est la semaine prochaine, que tout est calé. En tout cas, le présent continue. I'm traveling to London next week. Quand on l'utilise, vous pouvez être sûr que la personne a ses billets, son hôtel, tout est sûr, tout est calé. Donc avec will, c'est pas sûr, ça se fera peut-être. To be going to, c'est calé, on y va, mais on n'a pas encore les détails. Et le présent simple, pardon, le présent continu, je vais y arriver, le présent continu, c'est 100% calé, ok? Donc, en termes de fréquence d'utilisation, on pourrait plus ou moins les classer comme ça. On a will, qui servira souvent, légèrement moins, mais quand même très utilisé, to be going to, et le présent continu, vraiment beaucoup moins utilisé, parce qu'il y a quand même moins de cas de figure où on parle de quelque chose de 100% planifié, avec tout qui est calé, etc. Mais voilà, on s'en sert quand même parfois. On va les voir un par un maintenant. On va démarrer par le futur simple, donc on l'appelle le futur simple, donc c'est le futur qu'on fait avec un verbe modal qui s'appelle will. Will, qui est donc utilisé pour parler au futur. On s'en sert pour parler de tout ce qui est notre volonté, tout ce qu'on veut faire. I will help you, je vais t'aider par exemple. Et si on demande will you marry me, veux-tu m'épouser, on pourra donc là le traduire par vouloir. Est-ce que tu vas m'épouser ou veux-tu m'épouser, n'importe. Donc will, c'est quand vous voulez faire quelque chose et c'est plus tard, c'est dans le futur. On va faire quelque chose mais dans le futur. On s'en servira souvent avec tomorrow, in an hour. On s'en sert souvent avec tomorrow, in an hour, dans une heure, soon, bientôt, later, plus tard, someday, un jour. Donc voilà, chaque fois qu'on va dire, voilà, demain je vais faire ci, je vais faire ça, et qu'il y a une histoire de volonté, c'est qu'on veut le faire, souvent ce sera will qu'on utilisera. Le futur simple avec will s'utilisera aussi quand on parle d'une décision prise au moment où l'on parle. Par exemple, I'm getting hungry, I'll eat something. I'm getting hungry, I'll eat something. Je commence à avoir faim, je vais manger quelque chose. Donc là, je n'ai pas décidé hier que là, tout de suite, j'allais grignoter quelque chose. Donc là, je suis en train de me dire, tiens, j'ai un peu faim. Et si je mangeais un truc? Donc tout ce qui est, voilà, la décision, je viens de la prendre, ce sera will. The phone is ringing, donc... Là, on a the phone is ringing, donc le téléphone est en train de sonner. I'll get it. Je vais décrocher, je vais décrocher le téléphone. Donc j'ai décidé tout de suite, je l'entends sonner, c'est maintenant que je décide de décrocher ou pas. On se sert aussi du futur simple avec will pour un futur lointain. Donc on l'a vu juste avant. I'll travel to Japan someday. Un jour, j'irai au Japon. On ne sait pas quand c'est forcément un futur assez loin, parce que ça peut être dans la semaine qu'on va se décider. I'll become a polyglot one day. I'll become a polyglot one day. Un jour, je serai polyglotte. Je parlerai plusieurs langues.
Donc voilà, pour le futur simple, ce qu'on veut, la volonté, prise de décision là tout de suite au moment où l'on parle, et un futur assez lointain. Passons maintenant à l'autre option pour le futur qui est to be going to. Donc là, on va s'en servir pour une action future décidée avant le moment où l'on parle. Donc là où le téléphone sonne maintenant, je décide de décrocher, c'est je décide sur l'instant, ce sera will. Si on a décidé avant la conversation, on va utiliser to be going to. Par exemple, I'm going to make a cake this afternoon because it's my son's birthday tomorrow. Okay? I'm going to make a cake this afternoon because it's my son's birthday tomorrow. Donc cet après-midi, je vais faire un gâteau pour mon fils cet après-midi. Donc quand on a l'utilisation de be going to, on sait que j'avais décidé avant de discuter avec vous. Si je vous dis I'll make a cake for my son because it's his birthday tomorrow. Oups, j'avais oublié, là je viens de me souvenir, je vais faire un gâteau, j'ai décidé tout de suite. Par contre, si je vous dis I'm going to make a cake this afternoon because it's my son's birthday tomorrow, là j'avais déjà prévu dans mon agenda de caler ça à ce moment-là. On utilisera souvent to be going to avec les mots next week, next weekend, next month. Quand on parle de quelque chose de prévu, qu'on a déjà décidé, par exemple les futures vacances, prochaines sorties, etc. Et qu'on sait que c'est calé, quasiment tout calé. On se servira de to be going to pour un futur proche dans le temps. Par exemple, the train is going to leave. The train is going to leave. Le train va partir. Là, on n'utilisera pas du tout the train will leave. Ça n'aurait aucun sens que le train, il part là tout de suite, donc on ne va pas utiliser will. She's going to organize a party next weekend. She's going to organize a party next weekend. Elle va organiser une soirée le week-end prochain. Passons maintenant au présent continu, be plus ing. Donc on a vu tout à l'heure que le présent continu est utilisé notamment pour parler de quelque chose qui est en cours maintenant. Donc là, je suis en train de vous parler, vous êtes en train de m'écouter. Mais il y a certains cas de figure où on va utiliser le présent continu pour parler en fait d'un futur. On s'en sert pour quelque chose qui est 100% planifié. La décision est prise avant qu'on parle et tout est calé. Donc là, par exemple, we're getting married in June next year. We're getting married in June next year. Donc là, on se marie en juin l'an prochain. Certainement qu'on a tout calé, les invitations, le lieu, etc., la robe. I'm driving to Geneva for a conference next month. I'm driving to Geneva for a conference next month. Donc là, le mois prochain, c'est dans pas longtemps, donc j'ai certainement calé mon trajet à Genève pour une conférence. Donc avec le présent continu, si on parle d'un événement futur, on sait qu'il est calé, tout est prévu et normalement on risque de pas changer d'avis. Donc on va souvent se servir de ce temps-là quand on parle au futur avec next week, next month, next Monday, tomorrow at 12. La différence avec la slide juste avant, c'est que c'est le degré de certitude que ça n'arrive. Et est-ce qu'on a tout calé ou pas? Maintenant, c'est à vous de jouer avec cet exercice pour mettre en application tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Dans cet exercice, vous allez avoir les différents temps qu'on a vus aujourd'hui, les 7 temps. Vous allez devoir donc choisir le bon temps en fonction de la phrase et des indices qui sont dedans. Donc là, on a par exemple « She to run a marathon last year ». Donc je vous laisse mettre pause sur la vidéo, écrire ça sur un bout de papier, les temps que vous pensez qui sont utiles dans chaque phrase, et on voit la correction juste après. Ok, c'est parti pour la correction. Pensez à mettre pause si vous n'avez pas eu le temps de mettre vos réponses. Donc on avait tout d'abord la première phrase « She ran a marathon last year ». Donc on avait « last year » qui est l'an dernier. C'est quelque chose qui est terminé. Donc on a du prétérit. « She ran a marathon last year ». Elle a couru un marathon l'an dernier. On a ensuite « I have visited Paris 3 times ». Là, on ne dit pas qu'on a visité Paris l'an dernier, il y a 3 ans ou il y a 10 ans, mais on dit juste qu'on l'a visité 3 fois et on ne précise pas quand. Donc là, ce sera un present perfect. I have visited Paris 3 times. On a ensuite I'm so tired. I'll have a nap. I'm so tired. Tout de suite là, oulala, je suis fatiguée. Je prends la décision maintenant d'aller faire une sieste. Donc on utilise le futur avec will. I will have a nap. I'll have a nap. On avait ensuite le choix entre 2 alternatives, soit they are going to travel to Italy next summer. Si c'est pas 100% calé et décidé,
L'été prochain, suivant comment on en est loin, il est possible que ce soit avec to be going to. Si jamais tout est décidé, l'été approche, c'est bientôt, on pourrait dire they are traveling to Italy next summer. Ça, c'est à vous de savoir en fonction, quand vous parlez de si l'événement qui est prévu est vraiment complètement décidé ou non. They are going to travel, they are traveling to Italy. On a ensuite tout simplement un présent simple. Là, on parle de ses goûts, de ce qu'on aime. I love chocolate cake. I love chocolate cakes. On a ensuite un présent continu avec right now, tout de suite là maintenant. They are studying right now. Tout de suite là, ils sont en train d'étudier, de réviser. Because they have an exam tomorrow. Parce qu'ils ont un examen demain. On a de nouveau un prétérit parce qu'on parle du mois dernier, last month. She bought a new car last month. Bought a new car. Donc là, c'est un verbe irrégulier. To buy, bought, bought. She bought a new car. Elle a acheté une voiture le mois dernier. On a ensuite de nouveau un present perfect. I've learned English for 10 years. I've learned English for 10 years. Present perfect parce qu'on a for dans ce cas-là qui veut dire depuis. Ça fait 10 ans que j'apprends l'anglais. J'apprends l'anglais depuis 10 ans. Donc là, ça continue dans le présent, c'est pas terminé. I've learned English for 10 years. On a ensuite un présent parce qu'on a le mot usually qui veut dire habituellement, de façon habituelle. Donc on a une habitude. I usually go for a run before lunch. D'habitude, habituellement, je vais courir avant le repas du midi. Et de nouveau, un présent continu. I'm learning the guitar at the moment. It's so much fun. I'm learning the guitar at the moment. It's so much fun. J'apprends à jouer de la guitare en ce moment. C'est super cool. Donc en ce moment parce que c'est en cours au moment où l'on parle, donc présent continu. J'espère que cette vidéo vous a plu. Allez regarder celle qui apparaît à l'écran juste ensuite pour encore améliorer votre anglais. Have a great day! Bienvenue dans cette vidéo, on va voir ensemble la négation en anglais. Alors, ce qui peut prêter à confusion et compliquer les choses pour nous francophones, c'est que quand on utilise la négation en français, on va dire ne pas, quel que soit le verbe. Je ne sais pas, je ne suis pas anglais, je ne peux pas le faire. Sauf qu'en anglais, on n'a pas une traduction de ces deux petits mots, ne pas, et suivant le cas de figure, suivant le verbe qu'on utilise, on aura différentes façons de faire la négation. C'est ça qui pose problème. Donc ces trois phrases à l'écran, je ne sais pas, je ne suis pas anglais et je ne peux pas le faire, auront trois traductions différentes. Non seulement parce que ce n'est pas le même verbe, mais parce que la négation sera différente. Donc là, pour la première, on a I don't know. Ça, c'est le cas de figure de 95% des verbes en anglais. Donc la plupart du temps, vous aurez, quand vous voulez dire ne pas quelque chose, cette tournure de phrase I don't plus le verbe. On le reverra après. La deuxième option, ça va être le verbe être. Donc là, on ne dit pas I don't be ou quelque chose comme ça. On va utiliser le verbe être plus not derrière. I'm not English. Et le dernier cas de figure, ça va être les verbes modaux, ces verbes qui ont un fonctionnement spécifique en anglais, ça n'existe pas en français. Donc là, on ne dit pas I don't can ou je ne sais quoi. On va juste ajouter not derrière le verbe modal. Pareil, on le verra après. Donc là où en français, on a ne pas, quel que soit le verbe, en anglais, quand vous avez ne pas dans votre tête, il y aura des cas de figure différents. Les voilà à l'écran donc. I don't know, I'm not English, I can't do it. Passons directement au premier cas de figure, dont c'est le plus courant. Donc la plupart du temps, quand vous avez des verbes comme le verbe avoir, le verbe avoir envie, le verbe comprendre, le verbe apprendre, faire, aller, travailler, tous ces verbes-là, donc 99% du temps en anglais, des verbes en anglais en tout cas, il y aura ce cas de figure-là. Donc ce cas de figure, c'est quoi? C'est utiliser don't. Je n'ai pas le temps. I don't have time. Je n'ai pas envie. Donc là, avoir envie, c'est le verbe want. Donc quand vous dites je n'ai pas envie, vous dites I don't want. Je ne comprends pas. I don't understand. Donc 99% du temps, quand vous avez ne pas ici dans votre tête en français, il y aura en anglais la traduction avec don't. I don't have time. I don't want. I don't understand. Ça nous donne quoi? Ça nous donne que 95% pour 95% des situations, la structure de phrase qu'il faudra utiliser pour dire ne pas sera le sujet, do ou does, pour la troisième personne, on le reverra juste après, not et votre verbe. Pour la troisième personne du singulier, donc il ou elle, on aura doesn't.
Donc là, par exemple, she doesn't have time, she doesn't want, he doesn't understand. Alright? Faites bien attention parce que donc au présent simple, on met un S à la troisième personne. Par exemple, she has, she wants, he understands. Il faut un S à la troisième personne, c'est la seule petite subtilité du présent simple en anglais. Quand on met la négation, on ne dira pas she doesn't has ou she doesn't wants parce que le S en fait de la troisième personne, il sera déjà ici sur doesn't. Donc she has est là. She doesn't have, elle n'a pas. She wants, elle veut. She doesn't want, elle a envie. He understands, il le comprend. He doesn't understand, il ne comprend pas. Voilà donc pour la négation donc de 95 à 99% des verbes. I do not, ensuite vous mettrez le verbe. You do not, she does not. La plupart du temps, on va abréger, on ne dira pas I do not understand pour dire je ne comprends pas, mais on va abréger comme on pourrait le faire en français, je comprends pas. I don't know. Sauf que en français, c'est pas vraiment grammaticalement correct quand on écrit. Par exemple, si on est à l'école ou quoi, on va pas mettre je comprends pas, on va mettre je ne comprends pas. Sauf qu'en anglais, cette contraction, elle est complètement correcte, elle est grammaticalement juste. Vous allez beaucoup plus entendre des gens dire I don't want, I don't understand, plutôt que I do not want, parce que c'est beaucoup plus long à dire. I don't, you don't, she doesn't. Pour le pluriel, ça va nous donner we do not, you do not, they do not. Et la contraction, we don't, you don't, they don't. Au passé, on conjuguera le verbe to do au prétérit, donc c'est le temps du passé le plus courant, donc 95% du temps, lorsque vous allez parler de quelque chose de passé et dire ne pas, on aura souvent, très souvent, en face un prétérit en anglais. Par exemple, je ne travaillais pas, je n'ai pas fait, elle ne s'est pas reposée, seront traduits par I didn't work, I didn't do, she didn't rest. Là, ici, le don't se transforme en didn't. Le verbe do au prétérit se traduit par did. Donc, je ne travaillais pas, I didn't work, je n'ai pas fait, I didn't do, elle ne s'est pas reposée, she didn't rest. Voyons maintenant le deuxième cas de figure que je vous ai présenté tout à l'heure, qu'on a déjà vu. Donc là, c'est moins de cas d'utilisation parce que le verbe être, je ne suis pas, c'est quelque chose qu'on va dire moins souvent que je ne comprends pas, je ne veux pas, je ne sais pas, etc. Donc la négation pour le verbe être, c'est tout simplement le verbe être, on rajoute not derrière. I am not, you are not, she is not. La plupart du temps, on va abréger en I'm not, you're not, she is not. Ce qui nous donne je ne suis pas, tu n'es pas, elle n'est pas. Pour le pluriel, on a la même chose. We are not, you are not, they are not. Qui se contracte, il s'abrège en you're not, we're not, they're not. Pour le passé, quand on voulait dire je n'étais pas, tu n'étais pas, etc. La météo n'était pas bonne, par exemple. La plupart du temps, ce sera un prétérit, donc ça nous donnera I was not, you were not, he, she was not. Et pour le pluriel, on aura we were not, you were not, they were not. Attention avec le verbe avoir, on aura envie de faire la même chose, de dire I have not time pour traduire je n'ai pas le temps. Sauf que attention, le verbe avoir, en fait, il ne fonctionne pas comme le verbe être. C'est le même cas de figure que le premier cas de figure. 95% des verbes, dont le verbe avoir, ce sera avec don't qu'on fera la négation. Donc je n'ai pas le temps, I don't have time. Je n'ai pas d'enfant, I don't have children. Ne dites pas I have not children. Ne traduisez pas mot à mot comme on ferait du français à l'anglais. Alright, donc I don't have time. Je n'ai pas le temps. Voilà le troisième cas de figure, les verbes modaux en anglais, ces verbes qui ont donc un fonctionnement particulier. On ne dit pas I don't can ou I don't should, mais on utilisera tout simplement not après le verbe modal. Donc voilà les principaux verbes modaux, can, should, would, will, could et must. Ce sera l'objet d'une future leçon. Pour l'instant, sachez juste que voilà, pour dire je ne peux pas, on dira I can't, je ne devrais pas, I shouldn't, je ne pourrais pas, I wouldn't. Retenez donc tous les verbes quasiment, quand on les traduira du français en anglais, quand on a ne pas, ce sera ensuite
En anglais avec don't, plus le verbe tout simplement. Je ne comprends pas, I don't understand. Je ne veux pas, I don't want. Je n'ai pas, I don't have. Faites particulièrement attention au verbe avoir parce que beaucoup de Français veulent dire I have not time ou des choses comme ça. Je ne savais pas, donc quand on parle au passé, la plupart du temps, que ce soit l'imparfait ou le passé composé, on aura didn't, la plupart du temps. Je ne savais pas, I didn't know. Je ne dormais pas, I didn't sleep. Vous mettez donc didn't et le verbe derrière sans le mettre au prétérit lui aussi. On ne dit pas I didn't slept, mais bien I didn't sleep. Le verbe là, le deuxième, le verbe, il est non conjugué. I didn't sleep. Retenez, je ne suis pas, I'm not. Tu n'es pas, you're not. Et les modos, je ne peux pas, I can't. Je ne devrais pas, I shouldn't. That's it for the lesson. I'll see you tomorrow. Je vous vois demain dans la prochaine leçon. Have a great day. Bye. Bravo, vous êtes arrivés au bout de cette compilation, je vous félicite parce que tout le monde n'en fait pas autant. Vous avez donc révisé les bases essentielles à revoir pour pouvoir vous débrouiller en anglais. Je vous propose de compléter votre leçon avec un programme gratuit pour se remettre à l'anglais sur un mois. Vous pouvez flasher le QR code à l'écran ou cliquer sur le lien dans la description, c'est 100% gratuit. Et si vous voulez rester sur YouTube, je vous conseille d'aller regarder cette compilation de 10 leçons gratuites pour pouvoir booster votre anglais de façon simple, ludique, rapide et efficace. Thanks a lot for watching and see you in the next video. Bye!